Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lilia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Et tous les 5 épisodes, des avocats reconvertis qui ont quitté la robe et s'épanouissent en dehors de la profession d'avocat. Et c'est aujourd'hui le cas puisque mon invité est Margot Hammer, qui a exercé la profession d'avocat, plus particulièrement au barreau de Paris pendant 2 ans, en matière de propriété intellectuelle, avant de raccrocher la robe pour s'investir pleinement dans un projet qu'elle avait commencé à mener alors même qu'elle était avocate et même avant, qui est le Curiosity Club. Le Curiosity Club, c'est un média qui donne la parole aux femmes. Je remercie Lucille Cantel pour sa recommandation d'interviewer Margot. Alors je l'ai dit en introduction d'une interview il y a quelques semaines, mais en matière de reconversion, je vous saurais gré de me parler, de me recommander des avocats hommes reconvertis parce que c'est le type de profil que j'ai le plus de mal à recruter. Donc voilà, toutes vos recommandations d'avocats hommes qui ont quitté la profession et qui aujourd'hui s'épanouissent dans leurs nouveaux projets sont les bienvenus. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Margot Hammer. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Pardon, je t'ai coupé. Non, on dit bien Lila, pas Lilas. Non. On dit bien Lila, pas Lilas. Exactement, comme la fleur. Alors, Margot, raconte-moi, comment et pourquoi tu es devenue avocate ? Je suis devenue avocate en 2016, je crois. Je sais plus, à peu près 2015. Et je suis devenue avocate parce que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, en fait, c'était pas vraiment une question. En fait, depuis que je suis petite, je veux faire avocate. Enfin, je voulais exercer cette profession. Et tu sais pourquoi ? Je pense que j'avais vraiment l'image du métier d'avocat de la défense, du fait de défendre des personnes ou des causes. Et ça m'a toujours animée, que ce soit les animaux, après plus les femmes. Je pense que c'est surtout les 2 causes qui m'ont surtout animée jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, il y avait vraiment ce côté de défense, ne pas supporter l'injustice. Je pense que c'était vraiment ça de base quand j'étais petite. Donc j'ai toujours aimé prendre la défense des causes qui m'intéressaient. Et donc, je trouvais que le métier d'avocat, enfin, je sais pas, pour moi, c'était juste une suite logique. C'est une évidence, ouais. Donc, tu as fait la fac de droit ? Oui, moi, je viens de Toulouse. Oui. Et donc, j'ai fait, après mon bac, je suis rentrée à la fac de droit à Toulouse. J'ai fait mes 2 premières années à Toulouse. Comment ça s'est passé ? Très bien. Moi, j'adorais la fac. D'ailleurs, je rêve d'y retourner parfois. J'adorais les grands amphis, donc le côté un peu anonymat. En même temps, moi, j'avais mes potes de lycée qui étaient aussi, on est tous partis en droit, donc j'étais pas toute seule en arrivant. Donc, je pense que c'était moins difficile aussi. Et le côté un peu, tu fais ta vie, tu vas en cours, tu t'en vas. On t'ennuie pas, enfin je sais pas, moi le côté indépendant j'ai adoré aussi la façon de travailler par semestre. Il fallait donner un gros coup de bourre à la fin, mais voilà, il y avait quand même tu l'as fait aussi, donc beaucoup d'apprentissage par cœur, et moi c'est pas un truc qui me posait un problème à ce moment-là, donc et le droit et est-ce que accessoirement et j'adorais, je trouvais que c'était hyper intéressant, et je me demandais d'ailleurs pourquoi tout le monde ne faisait pas ça, parce que pour moi c'était les clés de la société, en fait, de comprendre. Mais même aujourd'hui, je comprends qu'on comprenne pas puisqu'on l'a pas forcément appris. Et moi, il y a tellement de choses que j'ai pas appris que je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça me paraît aberrant parfois qu'on sache pas comment fonctionne le système judiciaire dans lequel on est, du pays dans lequel on est. Donc c'est quelque chose que... Et en plus, je me rends compte que quand on en parle, même ces notions, magistrat du siège, parquet, etc., ça intéresse vachement souvent des affaires médiatisées, que tout le monde en parle quand on boit des coups, etc. Les gens posent beaucoup de questions et ça intéresse. Donc c'est vrai que je me dis c'est quelque chose qu'on devrait apprendre de base, quoi. Et donc le droit t'intéresse, la fac tu apprécies, 2 premières années à Toulouse, ensuite tu pars de Toulouse ? Et ensuite je pars en Erasmus en Écosse pendant 1 an. In Scottish. Ouais, exactement. J'ai adoré, c'était génial, c'était vraiment trop bien. Pourquoi l'Écosse ?
Parce que je voulais pas étudier en Écosse, je voulais aller à Londres. Et parce que je sais pas, je trouvais ça stylé, Londres. Après, je voulais aller à Édimbourg, enfin, j'avais mis ça comme choix. Et je me suis retrouvée à Dundee, qui est donc la ville la plus... Enfin, moi, j'ai adoré, mais si t'en parles à des Écossais, on va te dire que c'est la ville la plus pourrie d'Écosse. C'est vraiment un bled de paumé. Et en fait, ça a souvent été comme ça. J'ai souvent voulu aller dans les grandes villes et on m'a souvent envoyé dans les trous perdus. Parce que ça s'est répété avant, Ça s'est après répété après. À l'année, donc en 4e année, j'ai voulu aller étudier à New York ou à Montréal. Et on m'a envoyé à Sherbrooke au Canada, à la frontière américaine, dans un gros campus. Mais voilà, et au final, c'était génial aussi. Mais pour en revenir à l'Écosse, du coup, année Erasmus là-bas, Mm. qui se passe bien. Ouais, qui se passe super bien. J'ai adoré vivre à l'étranger. Enfin, ouais, vivre à l'étranger. Avoir des amis qui venaient de partout. C'était surtout européen. Et un peu indien d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça hyper enrichissant de vivre avec ces personnes-là en coloc, etc. Enfin, j'avais l'impression de vivre un peu l'auberge espagnole, quoi. Donc c'était cool. Et en termes de droit, j'ai trouvé ça chouette aussi de voir un autre système. J'ai trouvé ça compliqué. Déjà que parfois, je trouvais que c'était quand même compliqué, le droit français, à comprendre parfois les... Et ça rajoutait... Enfin, c'était quelque chose de différent et surtout aussi notre méthode de travail. Et je me suis dit, par contre, que il y avait quand même beaucoup moins de cours, beaucoup moins de trucs. Je me suis dit que les Écossais qui devaient venir en Erasmus en France, ils devaient pas tellement aimer leur Erasmus parce que nous, on avait quand même beaucoup plus de matière et de boulot, j'ai trouvé. Et comment, enfin là, tu arrives en 3e année, comment se dessine la suite pour toi? C'est-à-dire, pas tellement comment elle se dessine, mais est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu envisageais la suite pour toi-même? En fait, c'est un peu comme je me suis jamais posé de questions au moment du bac. Enfin, c'était évident que j'allais à la fac de droit. C'était un peu pareil pendant toutes les années. Donc, c'est aussi ça qui a fait le confort de ces 5 années de fac. Parce qu'en fait, je me posais jamais de questions. Je savais que l'année d'après, c'était l'année suivante. Et puis, donc ça, c'est assez agréable, mine de rien, parce que c'est assez rare, je pense, dans une vie de pas se poser de questions. Et du coup, ça se dessinait que j'allais aller en Master 1 et que je savais que je voulais faire du droit privé. Enfin, ça, on avait déjà fait le choix. Mais... Et puis voilà, ouais, non, c'était assez... Donc, Master 1 de droit privé. Où est-ce que tu retournes à Toulouse? Du coup, non, je vais au Canada. Ça, c'était au Canada. Ah d'accord, donc tu passes directement... Je fais l'Écosse-Canada direct. Écosse-Canada, ok. Tu t'es pas... C'est une question très bizarre, mais tu t'es pas dit quid de mon CV si je fais pas un master en France, enfin. Si, je pense que je me le suis dit, d'autant plus que je me rendais quand même compte en étant en Angleterre que c'était top pour l'ouverture d'esprit, enfin pour plein de choses que je pense aujourd'hui sont bien plus importantes que si j'étais restée en France pour apprendre 3 matières de droit supplémentaires. Mais je me rendais bien compte quand même qu'en termes de droit, c'était pas très très utile non plus. Enfin, je veux dire vraiment en termes de pure technique, quoi. C'était pas hyper intéressant. Enfin, en tout cas, ça n'allait pas beaucoup me servir. Donc, du coup, je me disais un peu, voilà. Mais honnêtement, assez vite, je me suis dit, je préfère quand même aller travailler, vivre au Canada, enfin, étudier au Canada, plutôt que de rester à la fac. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, ces expériences-là. Donc, non, assez vite, je vais pas trop stressée pour mon CV. Et donc, un billet pour Sherbrooke. Exactement. Un billet pour Sherbrooke. Non, mais non, parce que je me souviens très bien quand je suis partie à Sherbrooke, c'était j'enchaînais, c'était au mois de juillet, parce que la fac commençait plus tôt. Et je suis arrivée, il y avait la tempête Katrina, le campus était immense, je connaissais personne, j'avais une copine trop mignonne qui était venue avec moi. Et vraiment, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me mets toujours dans des situations, je veux rentrer en France, etc. Bon, ça a duré 2 jours. Après, j'étais contente. C'était comment, du coup, cette année à Sherbrooke? Qu'est-ce que tu faisais comme droit là-bas? Alors, du droit privé, j'ai bien compris, mais c'était du coup du droit privé canadien. Il y avait quand même un aspect international. Enfin, c'était quoi le... J'ai fait un semestre. Le dernier semestre de Master 1, je l'ai refait à Toulouse. Je faisais... c'est là aussi où je crois que c'était là où j'ai eu mon premier cours de propriété intellectuelle. C'est ce que j'ai fait après. Donc ça, c'était cool pour moi parce que je savais déjà que je voulais faire ça. De par des stages que j'avais fait. J'avais fait des stages après chaque année, en fait. Bon, 1 mois, quoi, mais ça m'avait toujours un peu permis de voir un peu ce que je voulais faire. Et du coup, ça, c'était chouette. Il y avait du droit des affaires. En fait, c'était un certificat en droit des affaires, donc c'était quand même globalement autour de ça.
Il n'y avait pas vraiment. Enfin, en fait, c'était du droit québécois, donc dans mes souvenirs un peu vagues, c'était un peu un mixte entre de la common law et de la civil law, donc c'était un peu entre les deux. Et, euh, et donc c'était super intéressant aussi, en fait, après avoir été en Écosse et d'avoir eu de la common law, puis en France, et ben d'avoir un système mixte. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que c'était finalement, je trouvais que c'était pas du tout voulu, mais que c'était une bonne, une bonne histoire à raconter justement pour mes histoires de CV. Ouais. C'est bien comment on se raconte des histoires pour donner du sens à... Une question de storytelling, je pense. Ouais, grave. Et donc, tu rentres à Toulouse pour la fin de ton Master Je 1. rentre à Toulouse pour la fin de mon Master 1. Et là, j'avais pas du tout envie de rentrer. Et en fait, du coup, je me suis fait des copines suédoises qui étaient en Erasmus à Toulouse. Ok. Et Une manière de rester un peu ben ailleurs voilà. en Et étant à du coup, Toulouse. j'ai passé mes 6 derniers mois qu'avec elles. Et après, je suis partie en stage en Suède, du coup. Et Et alors attends, mais parlons-en de ces histoires de stage. Tu dis que tu en as fait tout au long de, enfin même dès ta L1, un mois. Comment est-ce que tu as trouvé ton premier stage eh bien, en fait, cette idée de stage, ça venait d'une prof de Toulouse, une prof de la fac de Toulouse qui s'appelle Sylvaine Peruzzetto, et je la cite parce que je l'adore. D'accord. Et honnêtement, elle m'a pendant toute ma scolarité, elle m'a vraiment accompagnée. Elle m'a toujours, tu vois, notamment sur ces histoires d'Erasmus et tout. Je pense que j'en avais parlé avec elle aussi. Elle m'avait dit, mais fais-le, c'est génial comme expérience, etc. Enfin, c'est une femme que j'adore. Et du coup, bref, c'est elle qui m'avait dit, c'est bien de commencer à faire des stages dès le départ pour aussi voir un peu ce que t'aimes pas, voir si ça te plaît. Et puis, voilà, pour ces histoires de CV aussi, c'est toujours bien. Et après, les stages, bah, clairement, j'ai eu de la chance parce que de par le réseau de mes parents, des amis de mes parents, etc., j'ai clairement trouvé mes premiers stages comme ça. Ouais. Et donc ça, c'était première année, deuxième La année. première année, j'ai fait un cabinet plutôt généraliste à Paris, un mois. Et tu vois, par exemple, c'est drôle parce que c'est là où je me suis dit, au début, je faisais du droit parce que justement cette histoire de défense des causes, etc., enfin, pour moi, c'était clairement du droit pénal et limite, je savais pas qu'il y avait autre chose. Enfin, c'était vraiment ça qui me. Et en fait, en assistant à des affaires, en suivant les avocats du cabinet, en fait, j'ai compris la dureté enfin, moi, j'étais beaucoup trop sensible, en fait, donc je me suis dit que c'était pas pour moi. Que c'était pas pour moi enfin bref, c'est un peu comme ça que j'ai choisi de faire du droit des affaires après. Parce qu'en fait, je me disais, je peux pas faire du droit pénal, je vais pleurer tous les soirs. Donc voilà, donc j'ai fait ce premier stage-là. Le deuxième, c'était dans un cabinet d'avocats généraliste à Toulouse. Et là, c'est là où aussi j'ai découvert la propriété intellectuelle parce qu'on m'avait montré des histoires de trousses contrefaites, etc. J'avais trouvé ça assez cool. Ça m'avait bien plu. Donc c'est après ça aussi que je me suis dit que je voulais faire ça. Du coup, en troisième année, j'ai fait un stage en cabinet de conseil en propriété industrielle à Toulouse aussi. Et donc là, ça m'a confirmé en fait cette envie-là. J'ai trouvé ça assez cool. C'était en plus un peu plus technique. Donc ça, c'était assez chouette. Et en quatrième année, du coup, je suis partie en Suède dans une entreprise, plus en tant que juriste. Et ce stage en Suède, tu l'as trouvé par le biais de tes deux copines suédoises avec qui tu avais passé le deuxième semestre, ou est-ce que tu as cherché autrement Par le réseau aussi. Encore réseau familial. Oui, réseau familial aussi. Mais il s'avère que ça tombait bien puisque, en fait, mon père bossait là-bas à ce moment-là. Et mes copines suédoises, enfin, c'était un hasard qu'elles soient suédoises, mais ça tombait parfaitement parce que du coup, on est toutes reparties en Suède en même temps. Et j'ai pu continuer mon Erasmus suédois à Toulouse et puis ensuite en Suède. Ouais. Et tu es resté combien de temps du coup pour ce stage en Suède ? C'était 2 mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus. Oui. Ouais. Et c'était assez intéressant parce que là, c'était encore autre chose. C'était du droit un peu suédois, un peu du droit de l'Union. Enfin, C'était Stockholm ou c'était une petite ville Non, c'était la ville, c'était Halmstad. Ok. Dans la tradition de. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, d'aller parce dans que des bleds pareil, moi, paumés. je voulais aller à Stockholm, machin et tout, et ben voilà. Non, du coup, j'ai compris que j'irais jamais Dans les grandes villes. dans les grandes villes. J'étais pas une fille des grandes villes. Je resterais dans les bleds. Donc du coup, ouais, bref, du coup, j'ai fini cette année-là. Et puis après, c'était l'histoire du Master 2. Donc la 5e année. Et alors là, pour le coup, donc moi je crois que les dossiers on les fait en juin, enfin je me souviens plus trop, mais moi j'étais en stage en Suède et pour le coup je connaissais aucune. Enfin pour moi à Paris il y avait juste la fac Assas parce que j'en avais entendu parler. Après il n'y en avait pas d'autres, je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Et puis après, donc bref j'ai postulé pour des masters de propriété intellectuelle. Et donc à Marseille, enfin plutôt dans le sud, dans les villes du sud, aussi à Strasbourg pour le CIP. Des choses comme ça.
Et puis en fait, j'étais prise nulle part. Et sauf à Assas, alors moi j'étais contente parce que, enfin je savais même pas ce que c'était, mais je me disais juste c'est cool, c'est Paris, enfin voilà. Et bon bref, c'est drôle parce que le jour de la rentrée, j'ai découvert qu'il y avait d'autres facs parce que il y a beaucoup d'étudiants parisiens donc qui parlaient des masters de machin, on parlait vachement des noms des professeurs, etc. Enfin moi je savais même pas qui était, enfin j'étais un peu loin de tout ça et du coup c'était drôle parce que j'ai découvert qu'il y avait d'autres facs à Paris. Et du coup je me suis dit que j'avais vraiment de la chance parce que j'aurais mieux fait de postuler aux autres aussi ça. Ouais, non, mais ça, enfin, moi, je me reconnais tout à fait là-dedans. Je viens de Poitiers et j'ai pas des parents qui se sont particulièrement préoccupés de mon avenir universitaire. Donc, j'ai un peu fait ma tambouille d'orientation toute seule. Et pour faire mon hippocagne à Paris. Alors, je savais que je voulais venir à Paris, mais je savais pas, moi, les lycées parisiens, je connaissais pas, tu vois, je savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Et du coup, j'ai choisi mon lycée parisien, donc je savais où est-ce que j'allais vivre. Et donc, j'ai fait ratp.fr et j'ai fait mon ordre de préférence en fonction de la proximité depuis là où il se trouve que j'ai été... Enfin voilà, du coup, mon premier choix, c'était Honoré de Balzac, dans le 17e arrondissement. Deuxième choix, ça devait être Chaptal. Mais tu vois, enfin, je veux dire, c'était complètement absurde, quoi, quand j'y repense. Mais donc, du coup, je me projette tout à fait dans cette provinciale qui, en fait, n'a juste aucune idée de ces histoires de classement et part juste du principe qu'il y a des lycées, il y a des facs, ok. C'est vrai que c'est au final ça a évité de, parce que quand je voyais la pression, enfin sur ces histoires de master 2 quand je suis arrivée en master 2, je me suis dit tant mieux que j'ai rien pigé parce que au moins j'ai passé un bon été. Ouais. Et donc master 2 à Assas, tu arrives et comment s'est passée cette arrivée à Assas? Parce que je connais pas mal de provinciaux qui en arrivant à Paris et en arrivant plus particulièrement à Assas ont assez mal vécu la situation. Pour toi, ça s'est passé comment? Très bien. C'était une année de ouf. C'est là où j'ai rencontré Lucille. Et c'était une année de... C'était trop bien comme année. Et moi, j'ai aimé le fait que, justement, je te disais que j'avais adoré la fac pour les grands amphis, l'indépendance, le côté un peu anonymat. Et en même temps, j'ai trouvé ça chouette de se retrouver. Là, je pense qu'on était, je sais pas, 35 dans notre classe, je crois, dans mes souvenirs. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette de se retrouver en petits groupes, de pouvoir nouer des liens un peu plus proches, de rencontrer des nouvelles personnes surtout. Ça c'était trop bien. Et puis moi de toute façon je venais pas de Paris donc je découvrais un peu tout en fait en même temps. Et c'est vrai que là, je me souviens le premier jour de la rentrée, donc Paris 2 en master 2 c'est à Panthéon, et je me souviens de monter la rue Soufflot vraiment, mais d'halluciner, de me dire mais c'est là où je vais étudier. Enfin, la fac de Toulouse elle est jolie mais bon, elle est pas non plus terrible. C'est pas aussi grandiose, il y a pas ce côté genre montée de la colline, incroyable. Enfin vraiment, je me souviens vers les dieux. Je pas de prendre des photos devant la porte. C'était incroyable. Et ouais, souvent quand j'y passe, enfin j'y passe pas très souvent parce que j'habite pas là, mais quand j'y passe parfois, je me dis ah c'est ouf, c'était trop bien et tout. Et du coup non. Et moi j'ai adoré. J'ai trouvé que les gens étaient super sympas. Je me suis fait des nouveaux potes. Les cours, c'était intéressant. Il y avait vraiment une ambiance. On avait une association de master et donc on faisait plein de choses avec. Enfin, c'était cool, quoi. Tu t'es investi dans cette association de master? Oui, ouais. J'étais dans le bureau aussi. Ouais. C'était la première fois que tu t'investis dans une association ou... Je crois que oui. Enfin, en tout cas, oui. Enfin, si, c'est sûr. À la fac, je m'étais jamais investie dans rien. Mais voilà. Ok. Et du coup, cette année se termine. Il est temps de travailler, de devenir avocat, Ouais, alors en fait, pareil, c'était un peu la suite logique. Je savais toujours que je me disais, voilà, je continuais, je me disais que je voulais devenir avocate, etc. Et du coup, en fait, à Paris 2, là, j'avais rencontré pas mal de copines qui avaient déjà passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat en master 1. Et du coup, elles m'ont expliqué il fallait faire une prépa, enfin c'était mieux d'avoir une prépa d'été là. Et donc voilà, et du coup, je me suis inscrite à, je sais plus, pré-barreau, je crois que ça s'appelait. Et puis voilà, pour passer l'examen d'entrée. Et du coup, tout l'été, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça trop cool aussi. Je sais pas, j'aimais bien, il y avait pas personne dans Paris. Je sais pas, c'est un rythme de vie sain. J'ai trouvé ça assez cool de réapprendre des trucs un peu de fond. La prépa était bien faite et tout. Enfin, moi, j'avais bien aimé cette période, même si à la fin, j'en avais quand même bien ras-le-bol, mais j'avais trouvé ça assez cool. Tu l'as eu du premier coup? Oui, ouais. Et ensuite, école à Paris? Après, du coup, oui, en janvier, tu à la rentrée à l'école à Paris. Mais tu aurais pu la faire ailleurs, ton école. Mais non. Je pense que j'étais bien à Paris. Du coup, ça faisait 1 an et demi que j'y étais, donc j'étais super contente d'être à Paris. Je trouvais ça trop cool. J'avais passé une année de ouf. Je découvrais plein de trucs et tout.
Donc j'avais pas du tout envie de partir. Et puis je crois que tu vas quand même dans l'école dans laquelle tu as passé l'IOJ, non? Enfin, Je sais pas. C'est pas possible d'aller dans une autre école que celle. Si, peut-être. Bon, j'en sais rien. Je suis plus très technique sur ce genre de choses. Oui, c'est un truc qui paraît loin déjà. Ouais. Et du coup, les 6 premiers mois à l'école d'avocat. Alors là, j'avoue qu'on travaillait, mais plus trop quand même. C'était un peu plus détente. Mais bon, moi, j'aimais bien le côté. J'adorais les locaux, je les trouvais hyper beaux. Les locaux de l'ESV. J'adore, à chaque fois, c'est ce qui revient dans tes. À Toulouse, j'adorais ces grands amphis, un peu anonymes. Voilà, c'était un peu pareil, tu vois. C'était un peu le côté indépendant et tout. Non, c'était cool. Et puis, c'est vrai que j'avais pas mal de copines donc des copines que j'avais rencontrées en master, qui l'avaient passé et qui, 1 an avant moi, mais qui avaient retardé leur année pour faire un an sabbatique, etc. Donc, du coup, je suis rentrée avec elle à l'école. Donc, c'était cool. Et puis, on a rencontré de nouvelles personnes, même si je sais pas des gens que je revois, je crois, aujourd'hui, mais je sais pas, c'était cool comme période. Ouais. Et voilà. Et T'as puis, trouvé tes stages facilement pour PPI Alors, pour le stage final, je l'ai trouvé avant, quand j'étais en Master 2. En fait, dans notre Master, ils organisaient une job fair, etc. Enfin, des trucs. Donc, j'avais déjà trouvé mon stage final. Et mon PPI, j'ai un peu galéré. Je voulais absolument partir aux États-Unis. J'ai un peu galéré, mais au final... Pourquoi tu voulais absolument partir aux États-Unis? En fait, je voulais absolument partir tout court. Enfin, j'avais adoré mes expériences à l'étranger. Donc, je voulais repartir. Et alors, les États-Unis, je pense que c'est parce que ça me faisait rêver. Alors, je voulais aller à New York. Hein. Tu te doutes bien que j'ai pas fini à New York. Ben oui, j'ai bien compris. mais non, je pense que ça me faisait rêver. Je pense qu'il y avait aussi un peu le côté Suits, tu vois. Ah ouais. Non, mais c'est bien, il faut le dire. Ouais, c'est totalement assumé. Donc là, t'étais... c'est marrant que tu évoques Suits parce que t'es devenu... Enfin, en tout cas, tu t'es projeté dans des études de droit dans la perspective de défendre... la lutte contre la justice et tout, puis en fait progressivement tu t'es transformée en une jeune avocate, une jeune juriste d'affaires ambitieuse qui se projette plutôt dans le monde des affaires, un peu requin, un peu voilà. Et donc c'est dans cette perspective-là que tu te projetais plus dans un stage aux États-Unis. Bah, quand je te dis shoot, c'est parce que ça me faisait rêver et tout, mais enfin, ça aurait pu ne pas être comme ça du tout. Enfin, tous les cabinets américains ressemblent pas à Suits. Non, les États-Unis, c'était plus pour l'expérience, pour le fait de aussi et pour l'anglais. Et puis, je sais pas, juste vivre aux États-Unis, je trouvais ça kiffant. Donc, j'en avais envie. Et puis. Et du coup, où est-ce que t'as atterri? Bah alors ça va, j'ai pas atterri dans le fin fond j'ai atterri à Chicago. Donc, c'est marrant, j'allais dire Chicago, je sais pas pourquoi, ouais. Oui, donc c'est pas non plus un truc de blédard, quoi. Non, là pour le coup j'ai été upgradée. Non, Chicago l'hiver ou Chicago l'été? Chicago, un peu l'été, un peu l'hiver. J'ai pas eu l'hiver rude parce que je suis partie en fin décembre. Mais du coup, ouais, non, je suis allée là. Mais c'est une ville que je connaissais pas du tout, en fait. Enfin, je connaissais le nom, mais je connaissais pas du tout cette ville avant d'y aller. Et ça m'attirait pas non plus. Et en fait, c'est une ville de ouf. C'est, pour moi, enfin, je connais pas toutes les villes américaines, mais c'est ma préférée jusque-là, en tout cas. J'y ai passé une semaine il y a 2 ans et c'est une très jolie ville, ouais. C'est beau et c'est vrai que l'ambiance est chouette et c'est une grosse ville, mais qui est assez aérée quand même. Ouais. C'est hyper aéré. Ouais. Tu y allais pour des vacances ou... J'y suis allée, ouais, alors c'était un moment un peu bizarre de ma vie, mais on va dire que c'était des vacances. Et ouais, bref, je me suis baladée. En fait, j'ai passé une semaine à me balader dans les rues. Bah, d'ailleurs, c'est quand je préparais, je me demande si j'étais pas à Chicago quand j'ai lancé le premier épisode du podcast. C'est vrai. Mais c'est à Chicago que j'ai découvert les derniers trucs qu'il fallait que je fasse pour avoir un podcast, parce que j'ai un peu débarqué de nulle part dans le podcast, disons-le. Et du coup, je crois que c'est dans un café à Chicago que j'ai fini par avoir un breakthrough et de me rendre compte qu'en fait, pour que mon podcast arrive sur iTunes, il fallait d'abord que j'ai un hébergeur de podcast et que c'est ça qui allait me donner le fameux RSS. Enfin bon, bref, le fameux flux RSS qui allait me permettre de... Bon, bref. Donc, mais ça m'avait beaucoup pris la tête, j'y ai passé du temps. J'ai eu des déclics podcast à Chicago, voilà, exactement. C'est une ville magique, alors. C'est une ville, voilà. Mais pour en revenir à toi, du coup, stage là-bas, en propriété intellectuelle. Là-bas, en propriété intellectuelle, dans un gros cabinet, parce qu'on était 800 avocats.
Ah ouais. Donc je l'avais eu mon Suits. Ouais, grave. Et là, c'était incroyable. C'était les 6 mois de ma vie qui m'ont le plus chamboulé, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui t'a chamboulé? Mais tout, en fait, enfin, c'était vraiment la découverte Du coup, t'étais dans une tour à dans Chicago. une immense tour. Oh, Dans une immense tour et dans un cabinet qui faisait vraiment tout du sol au plafond. Enfin, voilà, vraiment la grosse machine, quoi. Et je me souviens du premier jour où je suis arrivée, déjà j'avais regardé un peu comment fallait s'habiller et tout ce genre de trucs et tout. Et puis en fait, moi quand je suis arrivée, j'avais un bureau pour moi en verre, vraiment genre tout en verre avec toute une vue sur la Chicago River et tout, enfin la skyline, enfin c'était dingue. wow. Et il y avait mon nom qui était gravé sur la porte, tu sais, comme dans les films, quoi. Alors que moi j'étais stagiaire. Et puis on m'a dit oui, il y a 2 secrétaires pour toi. J'étais à 2 pour Lol. moi, mais Mais enfin, il n'en faut pas tant. Oui, c'est ça. C'est moi la secrétaire. C'était moi qui suis censée faire ça. Et du coup, enfin, je sais pas, c'était dingue et tout ça. Et puis, je travaillais pour un associé qui était super gentil, super humain. Et puis il y avait voilà, enfin en fait il faisait beaucoup de droits des brevets, donc moi j'en faisais pas tellement à ce moment-là, mais bon il y avait plein d'autres départements, donc je pouvais un peu ouais, enfin bref aller chercher des dossiers ailleurs. Et là bah c'était ouf parce que bah pareil, des rencontres, en fait il y avait tellement d'avocats, et il y avait beaucoup d'avocats aussi étrangers, il y avait des avocats japonais qui étaient en échange, enfin il y avait tellement de gens, c'était un potentiel de ouf pour pouvoir aller rencontrer les uns les autres et tout ça. Et j'ai vraiment essayé de maximiser. Dans le jour de cabinet, t'as des formations tout le temps. Enfin, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, quoi. Donc, j'ai essayé vraiment de maximiser à fond et d'essayer d'aller proposer mon aide pour des dossiers. Évidemment, c'est pas moi qui allais. Enfin, tu vois, j'étais pas. On m'a pas donné un dossier en mode vas-y, gère-le, etc. Mais du coup, j'essayais un peu d'aller aider dès que je pouvais sur certains dossiers. Faire pas mal je fais pas mal de dossiers pro bono aussi au final, puisque ça arrangeait tout le monde. Et puis non, j'ai appris plein de trucs aussi. Et puis aussi rien qu'assister aux procédures, tout ce qui est deposition, etc. Ou enfin tous ces procès qui sont déjà faits d'avance. Enfin, on s'entraîne, on les filme, on revoit la réaction du témoin. Enfin, c'était dingue. Ça, j'ai trop aimé. Et tu dis que, alors bon, déjà que tu profitais vraiment au maximum de ce qui était proposé par cette grosse structure en termes de formation, de pro bono, etc. Et tu dis aussi que tu es allé proposer ton aide, même dans enfin, voilà, auprès d'équipes qui n'étaient pas celles à laquelle tu étais attribuée d'une certaine manière, etc. Est-ce que d'ailleurs, ça rejoint un petit peu une question que j'ai pensé te poser, que j'ai oublié de te poser, mais du coup, je te l'ai posée à la même occasion. Est-ce que aller vers les gens, j'imagine que cette prof à Toulouse qui t'a un peu suivi, c'est peut-être toi qui es allé vers elle aussi. Est-ce que aller vers les gens comme ça pour les solliciter, leur demander des conseils, proposer proposer ta force de travail, est-ce que pour toi ça a toujours été quelque chose de facile? Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que tu te dis pas, mais moi, il me connaît pas, d'où je suis là que pour 6 mois, d'où il va me donner un dossier alors que je pars après-demain. Enfin, tu vois, dans une timeline de business, tu vois, c'est un peu ça. Enfin, voilà, c'est quoi. Enfin, moi, je me mets complètement dans cette situation et pourtant, je suis assez extravertie, mais où je suis dans un espèce de bureau juste pour moi, dans ma tour en verre, et je pourrais me dire, bon, mais ok, tu vois, genre, et maintenant. Et donc voilà, c'était quoi ta perspective par rapport à ça? Ben, je pense que j'ai eu des moments, tu vois, où la porte était fermée, j'étais là, bon, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais en fait, je pense qu'il faut aller chercher surtout quand t'es stagiaire et surtout quand t'es pas, enfin, je veux dire, j'étais pas, enfin, ils avaient clairement, enfin, j'étais peut-être sûrement utile, mais enfin, j'étais clairement pas un pilier, enfin, tu vois, donc, enfin, c'était plutôt à moi d'aller vers eux si je voulais avoir des trucs intéressants, plutôt que eux d'aller vers moi. Ils étaient suroccupés, enfin voilà, bon bref, j'ai bien compris qu'il fallait que je le fasse. Pour moi c'est naturel, c'est vrai que c'est pas, enfin voilà, je suis pas très timide, je pense que c'est pas très compliqué pour moi d'y aller, mais après il n'empêche qu'il faut faire l'effort et que toutes les belles rencontres, tous les dossiers sur lesquels j'ai aimé travailler, même tu vois, je me souviens qu'il y avait un avocat qui travaillait beaucoup avec la Chine et j'étais allée le voir pour l'aider, pour justement plutôt sur
plutôt sur du droit international, humanitaire, etc., sur des sujets, et parce que j'ai entendu parler de lui et qu'il faisait ça, etc., et que ça a l'air que c'était un peu limite d'un des fondateurs du cabinet, du coup, voilà, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est même plus qui je suis, mais on était allé prendre un café, ce genre de truc, et c'est, à la fois pour le réseau, je pense que c'est hyper important, et tu vois, moi, je suis retournée à Chicago plusieurs fois depuis, parce que j'ai une amie qui est restée là-bas après, parce qu'elle s'est mariée avec un Américain, et à chaque fois que j'y vais, je revois les avocats, avec qui j'ai bossé, tu vois, parce que je trouve que c'est intéressant humainement de continuer à les voir, et puis voilà, je trouve qu'il y a des liens, bref, ce genre de choses là, que ce soit pour des dossiers ou pour juste de parler de la vie, et moi je pense que ce qu'il faut se dire, c'est déjà que bon, enfin, t'as rien à perdre si on te dit non, c'est pas très grave, et puis en plus, il suffit de poser des questions aux gens, les gens ils aiment bien parler d'eux, enfin, tu vois, bah là typiquement je parle de moi déjà depuis, et donc en fait si tu leur poses des questions, etc., bah toi t'apprends des choses, et puis en vrai ils sont plutôt flattés, je pense, donc voilà. Et moi par exemple je vois quand j'étais à Chicago, donc j'étais dans ce cabinet, mais il y avait donc plein de gros cabinets, et je me souviens, j'allais sur internet, je regardais les partenaires de tel département, je sais pas, la Teme Watkins, je sais pas trop quoi, et je leur écrivais, je disais, je jouais un peu sur le côté, je suis française, machin, ça m'intéresserait de savoir et tout. Je me disais, si je veux revenir travailler aux États-Unis un jour, au moins j'aurais fait le premier pas. Et en fait, personne ne me disait non, et du coup je prenais des cafés avec, et quand je le disais à avec des partenaires de chez la Teme Watkins, ouais, c'est ouf. Et je me souviens, il y en a avec qui ça allait très vite et c'était un peu expédié, et d'autres, une femme notamment de chez Winston, je sais plus, enfin, bref, je sais pas quoi. Bref, et qui partait bientôt à la retraite et tout, mais une femme extraordinaire et qui avait dirigé le département pendant toute sa vie et tout. Et elle m'a présenté plein de gens géniaux. Et elle avait écrit des bouquins, elle me les avait Et donc elle, envoyés juste, après chez moi. t'as fouiné sur les cabinets à Chicago. Tu vois des profils, tu te dis tiens, et si je rencontrais cette personne, tu lui envoies un petit message en mode sur coucou, ou par mail, ouais, sur LinkedIn, I'm a young French lawyer, I'm in a training here. Exactement. Would you like to meet for coffee? Exactement. Mais c'est absurde. C'est ouf. Franchement, personne me disait non. Et du coup, alors que c'est des gens suroccupés. Ouais, mais. Et ensuite, tu les vois, efficace, et quoi, tu présentes, tu prépares des questions que tu veux leur poser. Alors parfois, je pense que j'aurais mieux fait de mieux préparer, parce que je pense qu'en effet, ils sont pas là pour. En fait, ils sont pas là non plus pour prendre un café avec toi. Moi, parfois, je pense que naïvement, j'étais assez trop sympa et on va échanger tout. Donc oui, je pense que moi, je le faisais pas toujours, mais je pense que s'il faut donner un conseil, c'est plutôt de mieux préparer, de savoir pourquoi. Enfin, en fait, le truc, c'est que moi, je les voyais pas forcément pour quelque chose. Je les voyais juste pour qu'on se connaisse, un premier contact, etc. Dans l'idée après d'y revenir un jour, de les connaître déjà, quoi. Mais c'est pas des gens à qui, c'est pas des gens à qui que tu vois pour rien leur demander. Donc en fait, je pense que il y a des prises de contact, ça a toujours été très sympa et tout s'est toujours bien passé. Mais il y a des prises de contact qui auraient pu être plus efficaces si j'avais mieux préparé, je pense. Ça, c'est important. Et après, tu vois, donc moi j'étais à Chicago, mais j'étais aussi allée bosser à San Francisco parce qu'ils avaient une antenne à San Francisco. Et pareil, tu vois, je voulais y aller parce que ça me faisait kiffer d'aller travailler à San Francisco. Et du coup, je suis allée voir mon associé, je lui ai demandé, il m'a dit, honnêtement, on n'a pas besoin de toi sur le dossier. Je lui ai dit, ok, mais je paye mes billets, et voilà, comme ça, il m'a dit, ok, si tu payes tes billets, pas de problème, tu peux aller travailler avec eux sur le dossier. Et du coup, j'y suis allée, et du coup, arrivée à San Francisco, j'ai écrit à tous les associés du cabinet. Et du coup, il y a une femme qui s'appelle Sharon Jaworski, bref, qui dirigeait le département Haïti à ce moment-là. Et on allait prendre un café. Elle était incroyable, cette femme. Elle gérait tout trop bien. Enfin, et tu vois, aujourd'hui, parfois, moi, je lui envoie un petit mail. Je pense elle me répond toujours gentiment. Mais je sais pas, c'est des rencontres, c'est des gens que j'ai pas oubliés, tu vois. Non, mais je te fais parler de ça parce que je pense que c'est clairement quelque chose qui peut encourager d'autres personnes. Alors, en plus aux États-Unis où c'est pas mal la culture, tu vois. Oui, c'est clairement la culture. C'est clairement la culture. En France, bon. Enfin, de plus en plus, je trouve. Peut-être de plus en plus. Moi, on me dit jamais non pour un podcast, mais peut-être que c'est parce qu'il y a le podcast et qu'il y a l'effet un peu résonance et tout. On m'a dit non récemment. Mais sinon, je trouve que les gens sont quand même plutôt contents de partager, effectivement. Après, je le fais rarement comme ça, juste en mode parcours. Ah tiens, il y a une telle personne que j'aimerais bien rencontrer. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, cela dit. Et donc tout ça pour dire que, puisqu'il y a des étudiants ou des jeunes avocats qui nous écoutent, mais d'ailleurs c'est pas réservé aux jeunes, ça peut être un enseignement aussi de se dire, faut pas hésiter à regarder qui est là et en fait à qui est-ce que je peux écrire, quoi.
Bah, je pense que c'est le meilleur moyen déjà de se faire un réseau et c'est quand même hyper important, je pense. Et puis aussi tu vois, de par des discussions, s'ouvrir des portes, des choses que tu connaissais pas, des matières que tu connaissais pas, je sais pas, des dossiers, des trucs, des cabinets. Moi je trouve que c'est hyper important de le faire et je pense qu'en effet il faut bien préparer pour savoir où tu veux en venir, parce que c'est pas des gens à qui tu veux perdre leur temps, quoi. Mais Et cette femme, par exemple, que tu avais rencontrée à Chicago et qui ensuite t'a présenté à plein de monde et tout, c'est quand même fou, c'est que, bon, elle a pris un café avec toi, mais elle t'a jamais rencontré, enfin, elle t'a jamais vu travailler, elle t'a jamais, donc il y a un côté un peu fou, quoi. Ouais, mais un côté un peu feeling aussi, tu vois. Oui, enfin, quand on se voyait, on parlait rapidement de ce qu'on faisait, mais après, c'est vrai que tu vas pas parler de tes dossiers pendant 2 heures non plus, surtout avec la partenaire du cabinet d'en face, donc c'était plus du feeling humain, tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est une première porte d'entrée qui est intéressante. Après, derrière, si tu cherches un stage, faut faire tes preuves et c'est pas ça qui va te permettre de trouver un stage. Mais au moins, là où, quand tu auras envoyé un mail que personne n'aurait lu, au moins là, on le lit. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai continué à faire, même en rentrant après, et même de garder contact, tu vois, avec tous les stages que j'avais fait avant. Aussi, j'ai envoyé une carte de vœux. Tu vois, j'ai arrêté, je pense, l'année dernière, alors que j'avais déjà arrêté de travailler en cabinet. Mais j'ai envoyé des cartes de vœux de mon premier stage, ma première année de droit, jusqu'à l'année dernière, je pense. Alors qu'en soi, tu vois, après, je me suis un peu dit, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Moi aussi, je suis très carte de vœux. Ça prend beaucoup de temps, et c'est un budget aussi. Mais non, mais en vrai, j'aime bien aussi. Ouais. Moi, je trouve ça sympa de garder le contact et je trouve ça important et probablement utile un jour, je sais pas. Et donc tu fais ces 6 mois aux États-Unis, à Chicago, avec une petite escapade à San Francisco pour l'occasion d'un dossier. Tu rentres, c'est l'heure de ton stage final, que tu avais déjà trouvé il y a un moment, du coup. Ouais. Comment se passe ce stage final? Très bien aussi. J'étais dans un cabinet qui était super sympa. Je bossais pour des collabs que je vois encore. Tu vois, je déjeunais avec une tout à l'heure. J'adorais les collabs pour lesquelles je travaillais. Elles me paraissaient hyper grandes à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai leur âge, je sais pas. et en fait, on avait une bonne équipe de stagiaires. C'était la première fois au final que j'avais vraiment une équipe, parce que tous les autres stages que j'avais fait avant, j'étais plutôt toute seule. Et puis, parce que c'est des petites structures, et enfin voilà. Aux États-Unis, c'était carrément autre chose. Et là, donc, je pense qu'on avait vraiment une team de stagiaires qui rentraient tous en même temps et tout. Enfin, j'avais trouvé ça assez cool. Et j'ai adoré les dossiers sur lesquels on travaillait. C'était vraiment la première fois qu'on avait des dossiers, pour le coup, français, qu'on pouvait vraiment, tu vois, accompagner, comprendre. Je pense que c'est là où j'ai vraiment appris. Donc ça, j'avais trouvé ça super cool. Et j'aimais bien la matière, ça me confirmait mon intérêt pour la matière, pour le métier. Franchement, c'était trop bien. Bonne expérience, quoi. Ouais, très cool. Donc vient le moment de prêter serment vient le moment de prêter serment et oui, exactement. Donc ça, c'était genre je sais plus, octobre 2015. Et ça, c'était un beau moment aussi. Comment s'est passée ta recherche de collaboration? Est-ce que tu es restée dans le même cabinet que ton stage final? Est-ce que tu as cherché ailleurs? Non, je suis pas restée. Il me semble qu'ils avaient embauché une stagiaire parmi les 7, mais c'était pas moi. Et après, j'ai cherché. Tu l'avais bien mal vécu, je pense qu'il y avait quand même pas mal de compètes à la fin. En me souvenant, je pense qu'on voulait tout un peu se placer. Après, je pense que je l'avais pas mal, ou alors je l'ai peut-être mal vécu sur le coup, je m'en souviens plus, mais non, je pense pas que je l'ai mal vécu. Je pense que de toute façon, tu te dis toujours que les choses arrivent pour une raison, donc quand c'est pas toi qui choisis, tu te dis que c'est mieux comme ça et que tu te trouveras ailleurs. Ouais. Et après, du coup, j'ai cherché une collab. Non, d'abord, j'ai commencé par faire serveuse dans un resto. En fait, c'est comme si j'avais plus envie de faire ça à ce moment-là. J'ai eu un peu un. Ah ouais? Enfin, non, c'est aussi qu'il me fallait que je gagne des sous, donc je me suis mise là. Mais en fait, je trouvais ça assez cool. Tu vois, je bossais dans une cave à vin. Il y avait toujours des copains qui venaient dîner. Ça a duré peut-être 2 mois, tu vois. Et après, mes parents étaient un peu là. Tu veux pas quand même essayer de. Ah non, mais donc quand même, tu finis ton stage final et bon, t'avais besoin de gagner des sous et tout, mais il y a un vrai côté. En fait, je vais pas envoyer des CV tout de suite. Je pense que je devais en envoyer en même temps. Je pense que j'étais en train de chercher. Je sais plus exactement, mais l'été est passé, parce que tu termines en juillet, l'été passe, septembre. Enfin, en tout cas, j'avais commencé en novembre, je crois, ma collab, ou en décembre.
Et t'as un souvenir d'un espèce de moment, un petit peu de Un flottement, peu de flottement que de je trouvais recherche un plutôt peu cool, tu molle, vois. que tu trouvais cool, ok. Donc pas une panique de il faut que je trouve le plus vite possible, le trou dans le CV, Je pense quand même que sur le coup, si, mais là, je te dis ça avec du recul. Je pense que sur le coup, ça me stressait un peu. Après ça peut prendre du temps de trouver un boulot. Donc, si, je pense que j'avais toujours quand même essayé ce truc un peu du CV cohérent et tout. Ça reste quand même quelque chose, je pense, qui est important. Enfin, je pense que c'est important, mais et peut-être un peu, parfois un petit peu trop omniprésent, du coup, qui provoque des stress un peu inutiles. Mais si, je pense que me dire, faut pas que ça dure éternellement, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Mais après, on nous avait dit que c'était pas évident de trouver des collabs tout de suite. Donc, bon, bref, je sais plus, mais ok. en tout cas, aujourd'hui, je suis pas En tout cas, traumatisée. t'es pas traumatisée par cette période. Non, non. Ok. Ce qui signifie probablement que ça n'a pas été un enfer. Ah non, moi, j'adorais. Ouais. Et du coup, tu as eu plusieurs propositions. Qu'est-ce que tu ciblais comme cabinet? Est-ce que tu avais une idée précise de comment tu voulais exercer? C'était quoi ta perspective à ce moment-là? Alors, ça me paraît loin, mais dans mes souvenirs, je cherchais plutôt un cabinet assez gros. Enfin, je voulais vraiment aussi un cabinet qui fasse. Je voulais un cabinet qui ait des antennes dans plusieurs pays, qui ait un peu une perspective internationale, que pour garder un peu ce truc-là. Je voulais vraiment pas travailler dans un petit cabinet. Enfin, petit dans le sens avec J'ai bien 5-6 compris. personnes, quoi, tu vois. Mm. J'avais vraiment envie d'un truc un peu plus gros, avec un peu plus de monde et tout. Je voulais faire de la propriété intellectuelle, en gros. Pas trop de droits des brevets. J'aimais bien le droit des marques, c'est ce qui me plaisait le plus. Et puis après, je pense que j'ai cherché surtout... je me souviens plus où on cherchait les offres de collab, mais j'ai cherché... bon, je sais pas, j'ai cherché quoi. Et donc je me suis un peu trop les entretiens. Je sais que j'en ai fait, je pense... là, j'en ai genre 2 ou 3 qui me reviennent en tête. Je pense pas que j'en ai fait beaucoup, mais voilà. Bah, déjà, 2 ou 3, quand tu as un scope de recherche qui est quand même assez précis. Enfin, tu vois, gros cabinet avec des antennes à l'international, etc., etc. Bon, il y en a, mais il y en a pas non plus 20 000 à Paris, quoi. Oui. Donc, du coup, et t'as eu plusieurs offres? Bah, honnêtement, je me souviens plus, mais je pense que si je me souviens plus, c'est que non. J'ai eu une offre assez rapidement dans un cabinet. Voilà, j'avais un bon feeling j'avais fait 2 tours, j'avais eu un bon feeling avec les 2 personnes que j'avais rencontrées. Et du coup, après, voilà, j'ai commencé comme ça. Et alors, ces débuts? Et ben, c'était cool. C'était un gros cabinet français, mais hyper familial. Enfin, moi, j'en garde un souvenir hyper agréable. L'ambiance était super sympa. J'ai rencontré plein de collabs sympas que je vois toujours. On a bien compris que c'est un fil conducteur de rencontrer plein de personnes et de toujours les voir aujourd'hui. Oui, c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de monde à voir aujourd'hui. Mais voilà. Et les dossiers étaient cool. Il y avait plein de trucs. J'ai appris plein de choses. En fait, tu te rends compte quand même que tu sais pas faire grand-chose. Et puis j'ai commencé à faire pas mal d'IT, surtout parce qu'en fait l'équipe dans laquelle j'étais, c'était une petite équipe et ils en faisaient pas mal. Et ça t'a plu? Et j'ai adoré. Enfin, au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'avais du mal à comprendre le fonctionnement. Et puis au final, j'ai aimé. Parce qu'il fallait comprendre le fonctionnement des ordinateurs au passage. Ouais. Enfin, ça, j'ai toujours pas compris. Mais non, mais plus tout ce qui est data, enfin, c'est quand même un peu assez technique. Mais non, j'ai adoré. Les dossiers étaient intéressants. Franchement, j'ai trouvé que je progressais. Enfin, je pense que je progressais. Donc, non, c'était vraiment cool. C'était vraiment une bonne période, c'est un super souvenir. Enfin, et je me suis fait j'étais à ce moment-là dans le bureau avec deux autres avocates qui elles étaient en corporate. On s'entendait hyper bien, donc je sais pas, j'étais vraiment contente d'aller au boulot le matin, j'étais contente de partir le soir. Enfin, oui, forcément, mais c'était bien, donc c'était cool. Après, il y avait des trucs enfin, je pense on y reviendra peut-être après, mais forcément, il y a des choses, bon, je pense comme dans tous les boulots, mais qui me dérangeaient un peu. C'était quoi ces trucs? Mais, et encore, enfin, je pense qu'il y a ce côté un peu, moi, je pense le présentéisme parfois que je trouve pas du tout,
Enfin, en fait, juste quand t'as plus de dossier, enfin, rentre chez toi, quoi. Enfin, ou va faire autre chose, va courir. Il y a un peu ce truc, mais je pense que c'est la même chose en entreprise, mais vraiment enfin, aujourd'hui, pour être à mon compte, je trouve que ma vie est tellement plus logique, en fait, tellement plus optimisée. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, moi, c'est pas que ça me saoulait, c'est que ça me rongeait, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc-là où parfois je me disais, ah là là, mais en fait, d'autant plus que tu as suffisamment de coups de bourre pour te dire que quand il y en a pas, autant en profiter. Donc il y avait ça qui, moi, qui voilà. Après, les fausses urgences, un peu, ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris. Ce côté... Moi non plus. C'est marrant parce que tu énumères tout ce qui m'exaspérait. Bah ouais, je trouve que ouais, vraiment ce côté, il faut faire absolument ça pour ce soir, etc. Et je pense que la non-maîtrise du coup de ton agenda, qui peut toujours être le cas aujourd'hui, parfois tu as des urgences, des trucs, des machins et tout, mais en fait tu arrives à prioriser, tu te rends bien compte qu'en fait tu peux, je sais pas, aller à ce concert, à ce truc de théâtre. Là, le côté un peu annulation de dernière minute, etc. Enfin, en fait, c'est quelque chose, au début, moi je ne comprenais pas, tu vois, et après, finalement, tu rentres un peu dans le moule, mais ça te frustre. Et du coup, ça crée quand même pas mal de frustration chez moi, ça. Euh, je pense que ça crée de la frustration chez tout le monde, mais je pense que c'est vécu différemment. Moi, j'avais l'impression que ça me rendait folle, en fait, ça. Ouais, bah là, ça dépend un peu des valeurs, des trucs, des machins des gens, mais c'est vrai que, et notamment en formation, ça revient énormément parmi mes clients, et notamment mes clientes, d'avoir envie de retrouver la main sur leur agenda, quoi. Parce que, et je pense que si c'est autant le cas, bien évidemment, c'est parce que il y a des besoins de flexibilité, d'autonomie, parce que c'est aussi une certaine preuve de confiance que de pouvoir avoir la main sur son agenda et tout. Mais c'est aussi parce qu'il y a trop d'abus sur des agendas malmenés de manière injustifiée. Et donc ça crée une cassure parce que ça donne l'impression qu'on fait rentrer un rond dans un carré mais sans raison. Ouais. Et du coup effectivement ça revient beaucoup, quoi. Moi c'était tout à fait mon cas, toi c'est ton cas aussi. Je pense qu'il y a des personnes, bon, ben peut-être ça les dérange moins parce que elles ont moins ce besoin de flexibilité, de liberté et que, enfin voilà, un peu chacun sa limite de tolérance, quoi. Mais en tout cas c'est quelque chose qui revient pas mal, ouais. Ouais, ouais, moi c'est quelque chose qui et dans toutes mes amies de master, etc., c'est quelque chose qui, enfin, je sais dont on en parlait tout le temps, quoi. C'est quoi ces fausses urgences? Mais c'est fou parce que c'est du coup extrêmement prégnant, c'est quelque chose qui est douloureux pour beaucoup de monde, à tel point que ça se trouve on pourrait même parler de majorité, quoi. Et c'est dingue parce que y a pas de, enfin que finalement comme personne n'ose vraiment faire autrement, ou peu de monde ose vraiment faire autrement, résultat ça reste prégnant, enfin ça reste la culture dominante, quoi. Donc il y a quand même un gros paradoxe culturel là-dedans, et c'est vrai que ouais, je sais pas, c'est un vrai, enfin moi ça pose des vraies questions. Et là, post-confinement, avec le télétravail qui a été un énorme soulagement pour beaucoup de personnes, notamment beaucoup de collaborateurs, c'est incroyable, moi, le nombre de personnes avec qui j'échange et qui me disent, bah voilà, non, télétravail, pas de télétravail accepté. C'est vrai. Ouais, c'est fou. Un espèce de retour genre à la normale. Et c'était une situation d'exception et tout le monde a parlé du monde d'après, mais en fait le monde d'après c'est exactement le même que le monde d'avant, c'est-à-dire non, vous rentrez au bureau, présentéisme à fond parce que bah je sais pas. Mais bon, bref, on va pas faire le débat de ça, mais c'est vrai que c'est dingue, quoi. Ouais. Mais je trouve que oui, il y a de manière globale, enfin après c'est pas une nouveauté, tout le monde le dit et tout ça, mais c'est sûr que le management en cabinet d'avocat, c'est un vrai sujet, je pense. C'est un sujet. c'est ton sujet. C'est un sujet, c'est une des raisons du podcast, mais effectivement, non, mais c'est un vrai sujet. Et du coup, toi, donc ça te pèse, de pas avoir la main sur ton agenda, les fausses urgences. Ouais, qu'est-ce qui me, à ce moment-là, j'avais pas encore trop de pression, mais non, enfin là, en vrai, enfin voilà, c'est des choses qui... C'est déjà pas mal, hein. Oui, non, mais en fait, c'est ça qui fait que, enfin, en tout cas pour mon cas, c'est ça qui fait que tu finis par vouloir autre chose, en fait. Et donc, au bout de combien de temps est-ce que tu as eu envie d'autre chose? En fait, après ça, on est parti dans un autre cabinet avec toute l'équipe. Donc, on est parti
avec une partie de l'équipe. On est parti dans un autre cabinet. Comment tu l'as vécu, ce changement de structure, cette proposition de partir, enfin... Ouais, je pense que t'es forcément un peu flatté quand on te demande de partir. Je trouvais ça excitant comme nouveau projet. On partait dans un cabinet qui était différent, anglo-saxon, etc. Donc je trouvais que c'était cool aussi. J'ai trouvé ça à la fois bien et pas bien. Je sais pas, à la fois j'étais contente, à la fois j'étais stressée, je pense. Et puis, enfin bref, il y avait des conditions aussi qui font que voilà. Mais voilà, non, du coup, et en fait, au final, j'ai refait 1 an et puis après j'ai arrêté la profession. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière année pour que finalement tu décides de partir? Ouais, je pense que c'est des envies d'autre chose, enfin tu vois un peu ce qu'on disait, pareil. Enfin, en fait, je pense juste que c'est pas c'est peut-être des façons de fonctionner pour certaines personnes. Moi, ça me correspondait pas à ma personnalité. Je n'étais juste pas épanouie en fait. Et en fait, je suis repartie à Chicago 1 semaine pour le mariage de mon amie dont je te parlais tout à l'heure. Et quand je suis rentrée, je me suis dit en fait, je me suis retrouvée là-bas. Enfin, je me retrouvais bien à nouveau. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai démissionné parce que je me disais que voilà, j'étais plus heureuse en fait. Donc, sans en faire c'est marrant parce que big deal, mais... tu commences comme avocate, t'aimes bien, enfin t'es contente d'aller au boulot le matin, t'es contente de ton équipe, les dossiers, enfin tu vois, genre même s'il y a des trucs qui te pèsent, t'en parles avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Et à côté de ça, combien de temps plus tard du coup? En tout, je pense que j'ai exercé 2 ans en tout, ouais, 2 ans. Ouais. Et en finalement assez peu de temps, mais comme moi, hein, cela dit, mais tu je te pense dis en fait on a des parcours assez similaires. Ouais. Est-ce que tu t'es interrogé sur une autre manière d'exercer, peut-être une plus petite structure, en fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait aussi que moi j'avais un projet qui est celui qui m'occupe aujourd'hui, que j'avais déjà créé. Voilà. Oui, pardon, je suis un peu longue à l'étendre. Non, mais c'est moi, je creuse au fur et à mesure. Oui, en fait, oui, c'est surtout ça. C'est que j'avais créé un projet quand j'étais à Chicago, donc 3 ans avant, qui m'occupait déjà depuis 3 ans, donc que je menais en parallèle de mon Donc mon c'était métier quoi de ce collab. projet? Eh ben, ça s'appelle le Curiosity Club. Ok. Et aujourd'hui, nous, on se définit comme un média inspirant qui donne la parole aux femmes du monde entier. Concrètement, parce que ça peut être assez vague, concrètement, on a commencé par cette première activité qui est une communauté de femmes. Donc aujourd'hui, on a quasiment 7000 femmes en France et à l'étranger. On est présent dans 10 villes qu'on fédère à travers des événements et des contenus digitaux autour de cette notion de curiosité, de l'importance d'être curieuse et d'être curieux aussi d'ailleurs, et tout ce que ça apporte comme bénéfice. Et donc pourquoi est-ce que tu as créé ce Curiosity Club? C'est quoi la genèse de ce Curiosity Club? C'est-à-dire, t'es à Chicago et t'as l'idée de ce truc? En fait, je suis à Chicago et à Chicago, donc comme je te racontais, ça, c'est une émulation perpétuelle de toutes ces rencontres et de toutes ces choses, ces expériences que je vis là-bas. Et il y a aussi ce côté femme qui ressort en cabinet d'avocat. Moi, jusque-là, je suis pas du tout particulièrement sensible on va dire, à cette cause entre guillemets. Et en fait, je découvre dans mon cabinet d'avocat énormément de lunch and learn entre femmes, aussi entre cabinets. Beaucoup de trucs women, je sais pas quoi, women lawyers, machin truc, où on se retrouve et tout ça. Moi, j'y vais parce que, comme je dis, je m'inscrivais à tout, donc absolument à tout ce qui se passait, j'y étais. Et donc, du coup, je vais à ces trucs-là, et donc je découvre un peu les préoccupations des femmes qui travaillent, qui en parlent, etc. Moi, je travaillais pas encore, donc j'avais pas vraiment réalisé, et surtout je vois qu'elles le font dans une ambiance assez cool, positive, en mode on va pas s'apitoyer sur notre sort, mais on va se battre et on va échanger et on va être solidaires entre nous. Et en fait, la démarche me touche et me parle vachement, et donc je me dis ah ouais, et en fait je sais pas, il y a plein de trucs qui remontent, je me dis ah, mais ça c'est dégueulasse, enfin, et du coup là je sais pas, j'ai une espèce de conscience féministe qui s'éveille, on va dire, là-bas, et qui devient de plus en plus forte, et du coup je me dis que j'ai envie de faire quelque chose pour les femmes, de leur dédier un projet, on va dire, enfin dit comme ça fait un peu mais j'avais envie de faire quelque chose avec elles et pour elles, et à côté de ça je me disais, tous les gens que je rencontre et tous les trucs à l'américaine, les talks, les machins et tout, moi ça me fait un effet de dingue à chaque fois que j'entends
des talks, je sais pas quoi. J'ai envie de faire plein de trucs. Et donc, je me dis, j'ai envie que tous les mois, j'ai ma petite dose comme ça un peu d'inspiration. Et puis je me disais j'ai envie d'apprendre des choses, etc. Et la notion aussi de réseau, donc par toutes ces rencontres et tout. Donc bon bref, tu mets tout ça dans un shaker quoi. Et en rentrant en France, donc quand j'étais en stage final, je me suis dit je vais monter le Curiosity Club. Donc je voulais l'appeler Curiosity Club parce que le mot curiosité pour moi c'était le plus important, qui sera que pour les femmes. Et du coup concrètement tous les mois dans mon appartement, je vais inviter une femme. À la base, je pensais à des amis qui va venir raconter son métier. Je prendrai que des femmes passionnées, donc comme toi, tu prends que des avocats épanouis, pour qu'elles donnent envie, voilà, d'avoir une vie qui ait du sens. Et donc, comment c'était qui ta première invitée chez toi dans ton appart? Première invitée dans mon appart, c'était, enfin d'ailleurs, ça peut lieu dans mon appart au final, mais c'était une de mes meilleures copines d'enfance qui s'appelle Marjolaine Chatin et qui est œnologue. Ok. Et pourquoi elle? Parce que j'étais passionnée par ce qu'elle fait. À ce moment-là, elle est allée faire un peu partout dans le monde des expériences de ouf et tout. Elle parle bien, elle est super intelligente. Et puis l'œnologie, je me disais que c'est quelque chose qui plaira, tu vois, pour attirer les gens. L'œnologie s'appelait. C'était facile à vendre en mode oui, vous savez jamais prendre quelle bouteille quand vous allez à un dîner, on va vous apprendre, etc. Donc finalement, ça s'est fait où? Comment est-ce que tu as communiqué? Enfin, tu vois, c'est quoi la naissance d'un projet pour un peu expliquer les différentes étapes de comment est-ce que tu as fait naître ce projet aux auditeurs. Donc bien évidemment, tu l'as contacté, mais au-delà de ça, tu vois, qu'est-ce que tu lui as... Est-ce que tu avais déjà une base de personnes où tu savais qu'elles allaient venir? C'était, tu vois, ça a été comment ta démarche, quoi? En fait, c'est assez. Enfin, moi, je me dis, je lance ça dans mon appart pour mes copines. Enfin voilà, je me dis on va faire les choses simplement. Après j'aime bien les enveloppes, le nom, le machin, le truc, avoir un logo. Donc c'est là où j'ai commencé à travailler avec Clémence, qui est graphiste et qui était dans l'équipe jusqu'à il y a un mois. Et donc bref, je mets un peu de forme autour de ça parce que je trouve que c'est important. Et que moi c'est des choses qui me parlent, mais après très simple, enfin tu vois, je fais un événement sur Facebook, je convie, voilà, ma copine, je lui demande, elle me dit je suis trop chaude, et du coup bah on prépare ensemble, et là du coup on s'implique à fond. Quand on fait les choses, on aime bien les faire à fond, donc là on fait en sorte que son speech soit vraiment ce qu'on voulait, qu'on le bosse bien ensemble. Mais après, assez simple, tu vois. Et en fait, bon, ça s'est pas fait finalement chez moi de par une rencontre dans un bar, bref. Mais non, je veux tout savoir de cette rencontre dans ce bar. Non, mais on prenait un coup avec des copains, et puis je raconte donc ce truc, je vais faire ça, ce Curiosity Club, blablabla et tout. Donc je dis que ça aurait lieu chez moi. Et là, il y a une dame qui, je sais pas, qui entend et qui vient me voir et qui me dit j'adore le projet, c'est une super idée, c'est hyper important de faire parler les femmes, etc. Machin. Voilà, j'ai entendu que vous vouliez le faire chez vous, que c'est petit. Enfin, si vous voulez, moi j'ai une cave à vin privée dans Paris. Elle a mon mari et moi. Il est au bar, allez-y, allez le convaincre et tout. Et du coup, j'y suis allée. Et puis, bon, on a papoté. C'était super sympa. Ils m'ont donné leur carte. C'était la directrice internationale marketing de quartier. Quand j'ai vu ça sur la carte, j'étais là, wow. Et donc voilà. Et du coup, le lendemain, je l'ai rappelée et elle m'a dit, eh ben, viens voir la cave, etc. C'est une cave magnifique. Rue du Faubourg Saint-Honoré, trop cool. Et du coup, elle m'a dit, bah voilà, elle est à toi, tu peux faire ta soirée là-dedans. Bah, du coup, c'était beaucoup plus grand qu'on appart, donc j'ai pu inviter plus de monde, ça donnait plus de gueule au début. Bah, du coup, après ça, je me disais, je peux plus le faire chez moi. Enfin, c'était mon plan initial, mais maintenant que je l'avais fait dans ce lieu-là. Du coup, ça a pris un peu plus d'ampleur aussi de par cette rencontre, je pense. Et puis voilà, après, ma pote est venue parler. Le format qui est toujours le format, nous on appelle ça des rendez-vous de curiosité, qu'on organise tous les mois dans nos 10 villes. C'est 40 minutes où tu parles toute seule de ton métier, de ta passion, etc. Et le but, c'est vraiment d'emporter tout le monde et d'apprendre des choses. Et après, tu as 20 minutes à peu près d'échange de questions-réponses. Et avant et après, tu as un échange, t'as un apéro dînatoire avec que des produits produits par des femmes, etc. Enfin, bref. Ouais. Et du coup, tout de suite, ça a été mensuel? Ouais. Tout de suite, c'est drôle parce que effectivement, je vois beaucoup de similarités entre ce que j'ai fait et comment t'as fait, parce que moi aussi, quand l'idée du podcast est née, ça a tout de suite été important pour moi d'avoir un joli logo, d'avoir un nom qui était bien. Donc, je pense qu'il y avait des personnes qui étaient en mode bon, bah, tu vois, au pire, j'étais là, non. Je pense que c'est important. L'aspect graphique était, mais bon, après c'est des sensibilités, tu vois. Oui, complètement. Ouais.
Mais par contre, j'étais beaucoup plus pisse sur l'aspect pratique. Enfin, tu vois, au début, le son, c'était un peu nimp. Ouais. Non, mais nous aussi, hein. Enfin, je Ouais. veux dire, je pense que si tu réfléchis à faire le truc parfait, tu te lances jamais. Ouais. Enfin, vraiment, le but, c'était juste de se lancer à ce moment-là. Donc... Et donc ensuite, bah, ça a tout de suite placé la barre assez haut. Finalement, cette histoire de bar, t'as pu le refaire dans ce bar plusieurs fois. Alors, le concept, c'était vraiment de changer d'endroit à chaque fois. Donc pour, en plus, tu t'es compliqué la tâche. Oui, on se complique toujours aujourd'hui, mais l'idée, c'était de plonger les femmes qu'on invitait dans un univers particulier. Et donc, du coup, d'avoir un lieu qui soit en rapport avec le sujet. Et donc, on a eu, je sais pas, la scénariste du Bureau des légendes, on l'a fait à la FEMIS, l'école de ciné, parce que c'est l'école qu'elle avait fait. Une navigatrice, on l'a fait sur une péniche, une chef dans une cuisine, enfin voilà, le but c'est toujours... Et donc, est-ce que t'étais toute seule? Est-ce que vous étiez plusieurs dès le départ? J'ai été toute seule 2 semaines à tout péter, je pense. Tout de suite, donc il y a Clémence dont je te parlais qui a rejoint le projet. Et après, au fur et à mesure, il y a eu Océane, Gabrielle, Sophie, Marie, Zoé. Ok. Et donc voilà. Je demande parce que c'est vrai que organiser ça tous les mois et puis ensuite avoir une expansion dans plusieurs villes. C'est venu au bout de combien de temps l'expansion dans les villes? C'est venu quand j'ai démissionné en fait. Donc, c'était aussi 3 ans de plus par tard. ça. Mais c'est pas nous qui sommes dans les villes. En tout, on est 52 avec des équipes locales dans les 10 villes et nous, les 6 dont je t'ai évoqué les noms, on est l'équipe un peu groupe transverse. On gère à la fois toutes les villes et aucune quoi. Ouais. Non, il n'y a pas de mal. Donc vous êtes équipe transverse et puis ensuite dans chaque ville. Et du coup, ta programmation, ouais, tout de suite, ça a été ça le concept. À chaque fois, une personnalité différente, une ambiance différente, cohérente, etc. Et comment... Enfin, tu vois, du coup, pendant 3 ans, ça a été quoi la croissance tu vois, comment... Est-ce que il y a un moment où tu t'es dit en fait là c'est pas juste du fun, ça peut être plus sérieux. Tu vois, ça a été quoi un peu les étapes de croissance du Curiosity Club? Mais au tout début c'était vraiment du fun et c'était un side project et tout ça. Et d'ailleurs j'ai trouvé pendant tout le moment où j'étais en collab et que j'avais ça, que c'était un super équilibre parce que ce qui me frustrait par exemple aussi dans une collab, c'est t'es pas toujours au rendez-vous client, t'as pas forcément du contact humain. T'es plus la petite main qui, enfin en tout cas au niveau dans lequel moi j'étais, qui gratte quoi. Et donc du coup moi ça me permettait d'avoir mes propres rencontres, d'aller mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Enfin voilà, donc t'avais le côté un peu on va dire cérébral et opérationnel qui se goupillait bien. Et moi je le conseille pour, je trouve que moi c'est-à-dire qu'au final j'ai fini par faire un choix, mais je trouve que c'est une bonne façon de bien vivre sa collab aussi, d'avoir peut-être un projet à côté qui permet de voir autre chose. Et donc bref, au début c'était vraiment un side project, etc. Ça a commencé à grossir, on vendait de plus en plus de places, de plus en plus de monde. Tout de suite ça a été payant les entrées? Ouais, dès le premier. Waouh. Et du coup on vendait toujours plus de places, etc. Et puis à un moment on a des entreprises qui ont commencé à venir nous voir. Et c'est un peu là où je me suis dit, à la fois je me sentais plus épanouie dans la situation dans laquelle j'étais en cabinet d'avocat. Et en plus j'avais ça qui me tendait les bras. Et je me suis dit, bon on n'a qu'une vie, il n'y a rien à perdre quoi. C'est ouf que vous ayez fait payer dès le départ. Enfin, c'est trop cool, bravo. Moi, jamais j'aurais osé. Mais moi, j'avoue que j'étais un peu stressée, mais au final, je suis contente qu'on l'ait fait. Et donc, tu le présentais en mode, enfin, comment tu présentais le truc Et ben, c'était 30 € par personne. Et on présentait en plus. Ouais. On a souvent dit, mais après, on faisait vraiment des soirées, enfin, on fait toujours des soirées de qualité où t'as à boire, à manger, enfin, en fait. J'en doute absolument pas. Non. Non, mais je veux dire, il y avait, enfin, en fait, il fallait surtout, on margeait quasiment pas, il fallait rentrer dans nos frais, quoi. Et après, comment on le présentait, on faisait un peu la liste de tout ce que t'as dans un package de 30 €. Tu vois, genre, t'assistes à un Non, truc. mais c'est vrai que je salue le truc parce que, mais je sais très bien, t'as un prix, toi, tu sais que tu marches pas de ouf. Parce que tu sais qu'il y a, enfin en fait déjà par rapport à tout ce qu'il y a dedans c'est cool, mais derrière de l'autre côté la personne ce qu'elle va c'est quand même c'est 30 €. Bien sûr. C'est pas rien. Et non, c'est pas rien du tout. Et c'est 30 € pour un concept où tu vois qui vit le truc débarque, enfin tu sais il y a beaucoup de choses quoi. Donc au tout début c'était
Au tout début, c'était surtout des personnes que tu connaissais. Est-ce que tu avais quand même aussi réussi à avoir pas mal de personnes que tu connaissais pas? Enfin, tu te Non, le souviens un peu? premier, je pense que je connaissais tout le monde. Après, c'était Ok. pas mes meilleures copines, c'était aussi des copines de copines, mais je connaissais tout le monde. Au deuxième, on a commencé à avoir des gens qu'on connaissait pas, je crois. Ouais, si, quand je revois les photos, j'ai les photos en tête. Et puis après, aujourd'hui, moi, quand j'y vais, enfin, j'en connais, mais la plupart, je les connais pas, en fait. Ça, Ouais. c'est rigolo, c'est assez sympa. Ouais. Maintenant, il y a combien de personnes? Et ben en fait, je te dis, on a une communauté de 7000 femmes. Les événements, ça va on fait des événements à 250 comme on fait des événements à 30. Ça dépend à la fois du lieu, de l'envie, ça dépend de plein de choses. En moyenne, dans nos événements, dans tous les clubs confondus, il y a à peu près 100 femmes par événement. Ouais, c'est beaucoup. Donc ouais, non, c'est chouette. C'est un bon nombre. Et donc, à partir de combien de temps est-ce que tu as eu des entreprises? Enfin, ça a été quoi le... Est-ce que tu les as démarchées? Est-ce que c'est elles qui sont venues te voir? Non, en fait, de base, c'est elles qui sont venues. En fait, donc moi, je suis toujours en cabinet d'avocat. Enfin bref, on continue le projet, etc. Il se développe, truc. Et en fait, on commence à avoir des entreprises qui viennent nous voir parce qu'en fait, ça les intéresse, parce que ils se rendent compte qu'on a la capacité de réunir des femmes qui potentiellement en plus répondent à certains critères qui peuvent les intéresser. Donc, C'est-à-dire? je te parle de marque, etc. Des critères d'âge, des critères aussi de profession, de un peu lifestyle, tu vois, de façon de vivre, de goût, etc. Et du coup, ils se rendent compte que cette communauté-là peut avoir un intérêt pour elles. Donc là, ça va plutôt être des marques ou alors des entreprises qui se rendent compte qu'entre guillemets, on sait parler aux femmes, on arrive à les fédérer autour de quelque chose qui les intéresse. On arrive à faire en sorte que parce que nous, de par ce qu'on fait, de par ces événements-là, le but c'est à la fois de leur donner de la visibilité à celles qui viennent parler, que ce soit le jour même ou après par les réseaux sociaux et puis tous les partages et les machins, et aussi de développer le réseau entre elles, toutes celles qui viennent, et puis voilà, de leur faire prendre confiance en elles de par une solidarité féminine, etc. Bref, je pense qu'il y a des entreprises qui se rendent compte qu'on a la capacité de faire ça et que pour elles, ce sont des enjeux internes et donc en fait elles viennent nous voir. C'est pas nous, on n'y pense même pas à ce moment-là, je veux dire. Et C'est fou. ouais, c'est cool. Non, mais c'est hyper cool. Mais Oui, non, je c'est suis vrai que hyper c'est- impressionnée, ouais. Après, tout se fait en fait progressivement et voilà. Donc tu te rends compte un peu de ça au fur et à mesure. Voilà, bref. Enfin, Et donc, après, dans ces cas-là, ça devient des événements d'entreprise. C'est juste que, du coup, elles communiquent sur le Curiosity Club en interne. Ça a été quoi la tambouille par rapport à l'aspect plus corporate, ouais. corporate de l'activité? Bah, ça s'est vraiment mis en place. En gros, à ce moment-là, je me rends compte que je peux plus autant. Et puis j'avais de la chance parce que honnêtement, les associés pour lesquels je travaillais m'ont toujours laissé partir plus tôt quand il fallait pour aller à mes événements, etc. Mais je me rendais compte que oui, enfin, je pouvais pas non plus gérer des clients. Non seulement je pouvais pas facturer parce que j'étais un cabinet d'avocats, etc. Et puis je pouvais pas non plus, enfin tu vois, je pouvais pas, bref, gérer un événement pour l'entreprise. Donc c'est à ce moment-là que j'essaie de démissionner. On prend un certain temps avec l'équipe on était une association jusque là aussi, donc en fait de toute façon c'était compliqué. Bref, on se transforme, on décide d'en faire une entreprise. Moi je décide d'y consacrer mon temps, les filles de l'équipe aussi décident d'aménager un peu leur emploi du temps pour que ça se fasse, et donc c'est là où on décide un peu de comment qu'est-ce qu'on va vendre en fait, enfin comment on va marcher avec les entreprises, qu'est-ce qu'on a à leur apporter et tout. Et donc je peux te dire aujourd'hui ce qu'on fait parce que je me souviens plus de toutes les cheminements, mais aujourd'hui concrètement, soit on travaille avec des marques qui ont un intérêt pour notre entreprise et que nous on trouve qu'elles ont quelque chose d'intéressant à proposer à notre communauté. Donc on va pas travailler avec toutes les marques si on pense que c'est pas du tout le même vision, valeur, lifestyle, tout ce que tu veux. Donc on sélectionne celles avec lesquelles on travaille et auquel cas on leur propose, on fait de l'événementiel co-brandé. Donc on va proposer des expériences. Par exemple, on travaille pas mal avec Mercedes. Et ben Mercedes, ils ont un enjeu sur les femmes, ils ont envie en plus de les accompagner et ils ont un enjeu aussi en termes de clientèle, et donc on va faire des expériences co-brandées avec eux autour d'expériences chouettes que peut proposer Mercedes, et on va créer du contenu autour de ces expériences-là qui peut servir pour eux pour communiquer, et voilà. Donc un mélange de communication et d'événementiel, quoi. Exactement, c'est vraiment
plutôt une expérience qu'on fait vivre. Donc on va avoir cette typologie de clients qui est plutôt des marques qui a un intérêt mutuel, et sinon plutôt des entreprises, donc plutôt sur des enjeux RH, des entreprises qui ont du mal à recruter des femmes, qui ont du mal à les faire progresser, qui ont du mal à les fédérer, voilà, toutes ces pratiques-là, tous ces enjeux de diversité, de façon plus globale aussi. Et là, on va proposer plutôt de la formation, du coaching, de l'événementiel, avec des formats assez originaux. Nous, notre plus-value, là, on pense qu'on peut apporter quelque chose de différent, c'est vraiment le fait qu'en fait, les entreprises, aujourd'hui, elles ont ces enjeux de diversité-là. Souvent, elles ne savent pas y répondre. Elles ne savent pas y répondre de façon originale, de façon un peu sexy, quoi, pour attirer... souvent, il y a des réseaux de femmes dans les entreprises qui sont poussiéreux, qui donnent pas du tout envie, encore moins aux jeunes générations de s'y instaurer. Nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, nous, on sait le faire, donc on va prendre. Et c'est quoi le côté sexy du Curiosity Club? Qu'est-ce qui fait que c'est pas poussiéreux chez vous? Je pense que c'est la façon. Il y a plusieurs. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est après. Selon toi, hein. Selon moi, ouais, parce que j'imagine que. Je pense que. En fait, je trouve que parfois le sujet. En fait, c'est pas que c'est pas sexy, mais il y a différentes façons de parler aux femmes des combats entre guillemets à mener. Il y a beaucoup de choses militantes qui sont super importantes. Je pense que c'est avant tout ça qui fait avancer les causes. Mais tout le monde se reconnaît pas là-dedans, dans la façon de faire. Il y a des gens pour qui, des femmes pour qui c'est pas leur truc, quoi. Et donc nous on essaye d'apporter vraiment plus, d'aborder ces sujets-là avec plutôt du positivisme. Un côté un peu plus gai, un côté un peu plus emporté, un côté un peu plus... Ça, je pense que ça peut être sexy, entre guillemets, parce que tu peux te reconnaître dans cette vision-là un peu positive de la vie, et en même temps, tu peux mener tes combats à travers ça. Donc, je pense que c'est ça qui... Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on trouve sexy, entre guillemets. Comment est-ce que vous avez structuré... Et là, je te pose la question parce que moi, assez spontanément, avec Fleur d'Avocat, j'ai organisé des rencontres... Alors moi, c'était vachement moins structuré. Hein. C'était, on se retrouve à un endroit, auditeurs et invités du podcast sont invités. Et puis, c'est un moment où on se rencontre, on partage. Voilà. Mais c'est cool. Ouais. Et c'était... ce que tu avais fait à l'Hôtel Pigalle, non? C'est ce que j'ai fait plusieurs fois à l'Hôtel Pigalle, ouais. Où tu étais censée venir avec Lucille et puis, en fait, ça n'avait pas pu se faire. Mais... Et alors pour te dire à quel point moi je n'avais pas ce côté alors les deux premiers le premier je sais plus si j'avais avancé des trucs, le deuxième c'est sûr que là chacun était venu et tu vois avait participé avec une bouteille et tout, un truc comme ça. Et puis ensuite à partir du moment où c'était à l'hôtel Le Pigalle, mais comme il fallait quand même réserver l'espace et tout machin, donc en fait j'ai avancé puis s'il y avait des gens qui voulaient rajouter après mais moi j'étais pas du tout dans une logique de toute façon moi je suis tellement pas commerciale mais je te rassure, moi non plus non mais bon quand même au début t'étais dans une logique il faut couvrir les frais, tu vois, alors que moi au début même pas, donc pour te dire à quel point est-ce que t'es bien fêteuse, alors c'est différent. Ouais. Mais ouais, voilà, non mais qualité. C'est une qualité mais c'est pas une qualité d'entrepreneuse. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc mais bon, c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aimerais faire, de les structurer autour de rencontres plus pédagogiques aussi, tu vois, enfin qu'il y ait aussi un moment plus intellectuel. Ça viendra après que les formations soient passées en e-learning, parce que je peux pas tout faire en même temps. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, bien évidemment, déjà le fait de réunir des personnes, et puis il y a un premier événement, et le deuxième événement il y a plus de monde, et le troisième événement il y a plus de monde. Enfin moi à chaque fois j'ai eu plus de monde, et donc ça c'est cool. J'ai commencé à observer avec mes petits yeux curieux et amusé qu'il y a des personnes qui c'est pas la première fois qu'elles se voient, donc elles finissent par se donner une carte. Tiens, ça serait sympa qu'on aille déjeuner, etc., etc. Donc je me suis dit tiens, c'est cool, parce que là il y a des personnes qui se voient, qui se revoient, manifestement ils prennent du plaisir à échanger ensemble, et potentiellement ça se transforme en un déjeuner, et donc je veux dire, ça crée du réseau, etc. Et mais je me demande, est-ce que vous, au-delà du fait de juste proposer un espace où les personnes du coup échangent et se rencontrent, est-ce que vous mettez en place des sortes d'actions qui permettent qui sont du coup plus volontaristes dans le fait de créer des échanges et créer du réseau, ou est-ce que c'est juste
entre guillemets juste, parce que je sais que c'est pas juste, c'est beaucoup de travail de ne serait-ce que faire ça, mais voilà, on identifie un intervenant, un conférencier, on va dire conférencier dans le sens où une personne qui va donner une conférence. On organise l'expérience d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue logique avec le lieu, etc., etc. Les gens viennent, ils payent pour leur soirée. Et puis avant, après, il y a des espaces d'échange. Et du coup, c'est des moments où les personnes peuvent échanger leurs cartes, se rencontrer, etc. Et puis ensuite, les gens rentrent à la maison. Mais pendant ces espaces d'échange, et après, enfin voilà, est-ce que vous avez des trucs un peu de booster de communauté ou d'échange que vous avez mis en place, ou est-ce que c'est plus dans la création du moment? Oui, non, enfin, je dirais j'identifie en tout cas 3 actions qu'on met en place. On a à la mano, c'est nous qui allons voir. Il y a beaucoup de femmes qui viennent toutes seules. Alors du coup, nous on les met en relation. Moi, je vais les voir. Comment t'as atterri là, comment t'as connu. J'ai vu dans un article, je sais pas quoi. Et puis après, attends, regarde, on va parler à elle, etc. Donc nous, on commence quand même à bien identifier notre communauté. C'est aussi notre rôle. Donc on arrive quand même à bien mettre en relation. On prend le temps. La deuxième chose, c'est à chacun de nos événements, on crée un écosystème de partenaires, de projets créés par des femmes, portés par des femmes. Donc ça va être une marque de vêtements, une marque de bijoux, une écrivain, n'importe quoi. Et donc on met en avant ces produits. Par exemple, si on peut les porter, des bijoux, etc., toute l'équipe les porte. Donc comme ça, on est identifié comme ça et ça permet de faire connaître ces bijoux. Et donc du coup, elles sont tout le temps là avec des stands sur place, on en met 2 ou 3 par soirée, et du coup c'est aussi un moyen, en fait c'est là où elles se rencontrent toutes, parce qu'elles vont toutes parler à la créatrice, parce que potentiellement il y a une paire de bouts d'oreilles qui les intéresse pendant ces temps d'échange avant et après, et du coup elles se retrouvent autour de ces stands là, tu vois, et du coup elles vont parler avec les créatrices toutes, et puis au final elles vont se parler entre elles, etc. Ça crée, c'est vraiment des points de rendez-vous qui créent du lien. Et la troisième chose, c'est qu'on essaie aussi tu vois, on fait passer des messages. En fait, on a une première partie dans nos formats d'événements. On ne voulait pas le voir comme une conférence du soir. Enfin, tu vois, nous, c'est le soir. Le but, c'est que ce soit assez festif. Et dans le côté un peu sexy que tu disais, c'était ça aussi. Nous, on voulait pas une table ronde. On voulait que ce soit un concert, en fait. Et du coup, on a créé une première partie, comme dans un concert. Donc, tu as la star, entre guillemets, ce pourquoi les filles ont pris leur place, qui vient parler 40 minutes. Et avant, on laisse toujours la première partie, soit des filles de notre communauté qui ont des messages à faire passer. Donc parfois ça va être, je sais pas, une telle qui est impliquée dans une association, une autre qui veut monter une boîte, chercher une associée, ce genre de choses-là. Donc elles sont un peu du stand-up de prise de parole. Et quand il n'y a pas forcément ça, ça va être, on va faire parler des associations, voilà, en gros des femmes qui ont des messages à faire passer. Donc ça permet ensuite d'identifier et d'aller voir la fille qui a parlé. Pour lui dire, moi je pourrais. Ça, c'est un peu les 3 choses qu'on met en place sur place. Et après, on a une newsletter qui part tous les jeudis. Et on n'hésite pas, on nous le demande souvent. On nous demande souvent de faire passer des messages et on le fait. Pour notre communauté, on le fait sans problème. Ouais. Et pour le coup, le fait de faire passer les messages par la communauté, pour la communauté, c'est quelque chose que vous facturez pas. Enfin, je veux dire, c'est... Ça dépend. En fait, ça dépend. Au même titre que les partenaires dont je te parlais qui vendent leur truc sur place, on facture ça. On facture aussi. Après, ça dépend. Tu vois, si c'est une fille qui nous dit je pars en vacances en Birmanie, je suis toute seule, est-ce qu'il y en a une qui veut venir avec moi? Bon, on va pas facturer ça, tu vois. Mais si c'est derrière il y a une entreprise, etc., on peut faire un échange de visibilité ou alors c'est un service qu'on propose. Ça dépend vraiment de la taille du projet. Ça dépend de. Ouais. Du coup, c'est un peu ok. Non, mais c'est intéressant. J'en prends de la graine aussi par rapport à Fleur d'Avocat parce que enfin, je sais pas si je pense pas que j'ai envie de le structurer de manière mensuelle ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai plus une envie trimestrielle, par exemple, donc quelque chose de plus ponctuel. Et après, enfin, mais même sur cette histoire de communauté, enfin, je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui s'est fait là pendant ces 1 an et demi de Fleur d'Avocat, c'est une création d'une communauté. Et c'est vrai que c'est, enfin, que ce soit les personnes qui lisent la newsletter, que ce soit les personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit les personnes qui viennent, qui écoutent bien évidemment, les personnes qui viennent aux rencontres. Et je réfléchis sans forcément vouloir que Fleur d'Avocat devienne une entreprise d'événementiel, enfin vraiment un truc dédié à ça, à quand même créer des choses pour que
pour que ces personnes puissent se rencontrer, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a eu des recrutements qui ont été faits grâce à Fleur d'Avocat, des choses comme ça. Ouais, ça c'est Des hyper personnes chouette. qui ont écouté le podcast et qui ont voulu recruter la personne après. Ouais, alors plutôt dans le sens où une personne qui écoute une interview et qui se dit ah mais j'aimerais trop bosser avec cette personne et qui la contacte et il se trouve que cette personne a recrute en ce moment. Donc ça il y a eu aussi parce que j'essaye de manière globale je mets en avant je tag, je like, j'interviens sur les réseaux sociaux quand je vois que quelqu'un recrute, je partage. J'avoue que tout ça, je le fais le cœur sur la main gratuitement, mais il y a des gens qui feraient payer, mais bon, voilà. Parce que je trouve que c'est dans l'intérêt des personnes qui m'écoutent aussi. Et donc ça crée de la visibilité et encore plus quand c'est des personnes qui ont été interviewées sur le podcast ou autre. Enfin, je sais pas. Bref, donc il y a des liens qui se font en dehors aussi et c'est tant mieux. Moi, j'encourage les personnes qui écoutent Fleur d'Avocat quand elles ont un gros coup de cœur pour une personne ou autre. À écrire à cette personne, à provoquer des rencontres grâce au podcast, etc. Oui. Mais bon, bref. C'est tout l'intérêt de ce genre de témoignages et d'échanges, etc. Enfin, ouais. Moi, je vois quand on fait parler en entreprise des femmes. La semaine dernière, on faisait quelque chose chez Total. On a fait parler une femme et après, elle a reçu plein de messages. Elle nous a envoyé des captures d'écran de femmes qui lui disaient c'est tellement inspirant. Enfin bref, et est-ce qu'on peut faire ça? Et puis cette femme qui venait par là, elle a lancé un programme qui s'appelle Déborah Pardo. Les scientifiques polaires, elle a lancé un programme qui s'appelle Earthship Sisters. Justement un truc de ouf. Et bref, elle a reçu des plein de messages candidatures, qui disaient qu'elle voulait faire partie du programme, etc. Donc c'est ça qui est chouette. Ouais. Et pour en revenir à toi et dans l'évolution du projet, donc au bout de 3 ans, ce truc s'est structuré, devient sérieux et en fait. Et tu disais aussi tout à l'heure que donc tes associés, enfin ton équipe était au courant et que mine de rien on te laissait l'espace pour. Ouais. Ouais. Globalement, franchement, j'ai jamais eu à me plaindre de ça. Tu leur en as parlé. J'en ai parlé au tout début, même à l'entretien d'embauche. Je pense que ça, c'est cool. quelque chose qui avait peut-être fait aussi, en tout cas, la collab senior avec lequel je travaillais, que je vois toujours. Évidemment. Que j'adore. Elle m'avait dit, ah, ça me plaît, etc. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui, sur un CV, ça permet un peu de peut-être se différencier ou au moins d'attirer un peu l'attention. Ok, donc le mine de rien, ça veut dire que ils étaient au courant, quoi, avant de te recruter, que tu avais ce side project. Complètement. Après, c'était beaucoup plus petit que ça ne l'était à la fin. Ouais. À la fin, je me rendais compte que c'était trop de faire les deux. J'étais vraiment explosée de fatigue tout le temps. Alors qu'au début, c'était plus facile à gérer, je pense. Mais... Oui, donc en fait, ce que je comprends, c'est que il y avait des petits inconvénients au métier, des inconvénients, on va pas dire des petits inconvénients, des inconvénients au métier d'avocat qui t'agaçaient un peu, mais mine de rien, t'aimais ce que tu faisais, ton équipe et tout, t'étais contente. Mais qu'il y a ce side project qui a pris beaucoup de place et que en fait, à un moment, tu te dis, je vais faire un choix, quoi. Sur quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Après, il y a des choses qui m'allaient pas et j'aurais pas continué, je pense. Dans tous les cas, j'aurais pas continué dans tous les cas, mais il s'avère que j'avais aussi ce side project, donc ça a accéléré. J'aurais pas continué dans ces. Voilà, tu vois, parfois je me dis, si ça se trouve, un jour, je redeviendrai avocate, peut-être pour faire du pénal, enfin. Ouais, tu te dis ça? Je m'exclus pas de porte, tu vois. Je me dis que, en fait, quand je vois, pour en arriver là, c'est des années d'expérience, mais j'adore aller écouter au palais des plaidoiries. Je trouve que quand les gens, je pense qu'il y a vraiment ce côté, à la fois le côté cause à défendre et le côté éloquence orale. Je trouve ça magique. Hier soir, on regardait pour la 3e fois, je crois, le docu à voix haute. Enfin, tu vois, il y a rien qui m'emballe plus que ça, quoi. Je trouve que la parole, c'est quelque chose qui est extraordinaire et du coup parfois je me dis tu vois, pourquoi pas, mais en fait je pense que pour avoir des super plaidoiries et faire des grands effets de manche, déjà faut savoir le faire, et puis en plus c'est pas je sais pas, mais j'imagine que c'est pas le quotidien de tous les avocats pénalistes, donc peut-être que ce n'est pas la solution, mais en tout cas parfois je me dis tiens, pourquoi pas. Enfin, je n'exclus pas le fait d'un jour je pense pas que je reviendrai en cabinet d'affaires, je pense pas, non, mais je sais pas, faut jamais dire jamais. Non, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas
Enfin, en tout cas, toi, ouais. Donc, au moment de faire J'ai ce trouvé choix, une voie tu qui te m'a dis... plus épanouie, en Ouais, tout cas. tu as trouvé une voie qui t'a plus épanouie. Et du coup, au moment, enfin, tu pars à Chicago, là, encore, pour ce mariage. Et tu te dis, bon, bah, en fait, je me sens... Enfin, j'ai plus Je me vraiment sens envie de faire libre. ça. Ouais. En fait, je sais pas, je me suis sentie libre, je me sentais plus créative, plus heureuse. Enfin, globalement, ça a été... Je me suis dit, bah, en fait, la vie, elle est trop courte, tu vois, j'ai pas de... Et t'as eu peur? Comment... Ah ouais, c'est... Bah, de démissionner, c'est toujours flippant. Enfin, du coup, je l'ai fait qu'une fois, mais enfin, comme toute personne qui a déjà dû démissionner, c'est flippant. Mais après, ça c'est plus sur le moment. Après, non, j'ai pas. En fait, je me suis rendu compte assez vite que dans la vie, tu te débrouilles, quoi. Enfin, tu vois, tu peux multiplier les petites missions, tu peux. Voilà, enfin, je pense que dans la vie, tu te débrouilles assez vite. Et après, je pense aussi que quand tu es au début de tes collabs, je pense enfin, pour moi, il y avait deux choses. Il y avait la question de l'argent, où je me disais, ben, comment je vais faire, etc. Mais je pense que quand tu es au début de ta collab, ben, tu gagnes déjà bien ta vie, mais enfin, c'est pas du tout ce que tu gagneras plus tard. Et donc, c'est plutôt peut-être plus facile de partir à ce moment-là que quand tu as des salaires qui sont bien plus intéressants. Donc, moi, je me disais aussi un peu, faut que je parte maintenant, quoi, avant que je sois retenue vraiment par ça. Et puis après, tu fais tes calculs et tu te rends compte que finalement, enfin voilà, tu peux en sortir. T'as peut-être pas besoin de tout ce que tu fais jusque-là. Enfin, je trouve qu'il faut essayer un peu de détricoter le truc, rationaliser. Ça aide en tout cas à faire les choix enfin, et de pas être paralysé pour les mauvaises raisons. Et puis après, moi, j'avais un peu un peu tu vois, comme si le statut d'avocat, c'était oh my god, enfin, tu vois, genre il fallait. Et donc du coup, en fait, j'en ai un peu parlé à mes amis, etc., qui m'ont tous dit non mais en fait pas du tout. Enfin, peut-être qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis pour le coup vraiment, tu rencontres des gens, tu disais que tu étais avocate, c'était genre moi mes potes en France, c'était, enfin on n'est pas épatés, quoi. Enfin je veux dire, enfin il y a rien, quoi. Mm. Du coup je me disais ah oui, en fait en vrai c'est vrai que c'est complètement ridicule, c'est juste dans mon imaginaire. Et c'est vrai que enfin Donc, un détachement par rapport au statut ouais. et ta T'as eu famille. ça aussi Ouais. Moi, j'ai eu ça, mais alors, moi, contrairement à toi, enfin, en fait, quand j'étais avocate et que je disais que j'étais avocate, autour de moi, il y avait les gens qui n'étaient pas avocats. C'était quand même pas mal. Ah ouais, quand même. Enfin, tu vois, mine de rien, pour les gens qui sont pas avocats, Oui. ça représente quelque chose d'assez prestigieux et qui fait référence à quelque chose de difficile intellectuellement et tout machin. Donc du coup, assez valorisant. Qui me mettait un petit peu en porte-à-faux parce que moi j'avais pas l'impression que ce que je faisais était si difficile que ça et donc du coup ça crée un peu d'imposture, quoi, entre cette espèce de vision de l'extérieur et moi, comment je voyais mon propre métier. Je trouve que ce que je fais aujourd'hui est vachement plus difficile que ce que je faisais quand j'étais avocate. Voilà. Et puis après, enfin non, pour le coup, mes potes ont tous été en mode bah trop cool, fais ce que t'aimes, ce dont t'as envie. Enfin, c'est pas le sujet. Ma famille a mis un peu plus de temps à comprendre, mais globalement, j'ai été hyper soutenue. Ouais. Et du coup, j'allais te demander pour ta famille. Bon, j'étais hyper soutenue. Pareil, ils m'ont dit ouais, enfin vraiment à 100% soutenue. Ils m'ont dit de faire ce que j'aimais. Et puis quand je l'ai fait, ils m'ont dit qu'ils étaient hyper fiers, que c'était pas des choix faciles. Enfin, franchement, j'ai de la chance d'être dans une famille bisounours. je suis assez soutenue dans ce que tu fais. Soutenue dans tout ce qu'on fait. Donc c'est plutôt cool. Mais quand tu parlais de ça aussi, tu vois, moi c'est un truc. À la fois, certes, c'est un métier difficile, etc. Mais il y a tellement de métiers difficiles et moi, j'arrivais pas à comprendre ce truc, justement, un peu de prestige et tout. Et puis, en plus, il y a énormément d'avocats, pour le coup, je trouve, qui ont un melon, et un sacré melon. Et ça, moi, ça me dérangeait vraiment. C'est vraiment un truc que je trouve pas terrible. Et ça me dérangeait aussi d'évoluer dans un monde comme ça. Ouais. Je pense que c'est aussi une des raisons qui, peut-être sûrement pas la première, mais ça m'a aussi poussé à me dire que je voulais faire autre chose, je pense. Ouais, je comprends. Et donc ça, c'était il y a 2 ans ? C'était
2010, 2019, 2020, bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Bientôt 3 ans, ouais. Et alors, retour d'expérience sur ces 2 ans et demi? 2 ans et demi Trop plus bien. tard, J'avoue que l'évolution du projet, est-ce que ça ressemble à ce que tu avais en tête? le projet il s'est bien structuré parce que du coup, donc on est parti de début 2018 à juste Paris à maintenant on a 10 villes, donc on est en France, on est donc dans 6 villes de France, et après on est à Londres, Bruxelles, Milan, Bombay. Donc en plus on a pu voyager, donc c'est cool, ça m'a permis d'aller en Inde, Trop c'était cool. extraordinaire. Donc ça a bien avancé. La partie corporate, on la développe, on a trouvé nos premiers clients, on a trouvé d'autres clients, etc. Donc ça se développe, c'est cool. On a toujours beaucoup d'enjeux là-dessus, d'autant plus avec la crise du Covid qui a quand même été assez dure, mais bon voilà. Bah oui, parce que du coup, c'est de l'événementiel quand même. Donc, Ouais, exactement. Donc du coup, assez dur. Mais voilà, on s'est hyper bien structuré. Enfin, on se développe, quoi. Donc honnêtement. Les ouvertures dans les villes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en entend parler et qui dit ah ben j'aimerais bien créer un Curiosity Club dans ma ville et c'est une sorte de franchise. C'est une sorte de franchise. On l'appelle pas vraiment comme ça, mais ça y ressemble quand même pas mal parce que tu as à la fois un droit d'entrée, un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'on prend sur le chiffre des clubs, dans le fonctionnement, je veux dire. Ça, c'est plus pour la partie technique, sinon, enfin, c'est vraiment des femmes qui nous appellent parce qu'elles aiment le projet, qu'elles ont envie de le porter dans leur ville. On n'a pas forcément de stratégie de développement sur des villes en particulier. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment au feeling. Et parce que nous, on est heureuse de voir que le projet est porté au maximum d'endroits et qui touche le maximum de femmes. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt comme ça. Et puis après, il y a tout un... Vous avez des lignes directrices en termes de lignes éditoriales, du type de personnes à inviter, Il y a beaucoup de choses. On a tout un package de documents types, de machins, de trucs, de guidelines, etc. On fait un séminaire par an mondial, entre guillemets. On se retrouve toutes. Ça, c'est génial. C'est toujours des temps hyper forts. Et puis voilà, on essaye de naviguer entre une bonne marge de liberté et des bonnes guidelines pour que ça serve le projet, quoi. Ouais. Et tu en vis un peu beaucoup, enfin, c'est en termes de, tu vois, parce que ça fait partie des questions de reconversion. On commence à pouvoir se rémunérer. On a quand même, ça ne nous suffit pas, donc on a quand même toutes des petites missions à côté de conseils en plus pour arrondir les fins de mois. Ok. Toi, c'est des missions de conseil sur lesquelles que tu vas chercher volontairement, qui te sont confiées, enfin. C'est plutôt du récurrent sur des clients récurrents et ben j'imagine que je sais plus, j'ai dû aller la chercher au début et puis. Ah, c'est cool ça. Mm. Et ok. C'est quand le prochain Curiosity Club? Eh ben, normalement, en septembre, si on peut refaire des événements. Ouais. Donc, on croise les doigts. Et donc, à Paris, j'ai pas la date exacte. Mais il faut suivre sur Instagram, ce sera marqué. Pour l'instant, j'ai pas la date. Okay. Et puis après, dans les autres villes, ça commencera en septembre aussi. Mais pour l'instant, on marche encore un peu à tâtons parce qu'on attend de voir comment les choses vont avancer, quoi. Il y a des avocates dans les Curiosity Club? Beaucoup. Tu veux dire, enfin dans notre communauté, je pense que ça vient aussi il y a une autre avocate dans l'équipe. Je pense que ça vient de là aussi au début, mais c'est hallucinant le nombre d'avocates qu'on a. Et puis après dans les équipes, non, je crois pas. Non, c'était une curiosité. Et tant mieux pour Fleur d'avocat, j'ai envie de dire. Et j'ai une autre question, parce que quand même événementiel, quid du Covid, sur votre activité, quoi. Est-ce que du coup vous êtes dans l'attente de la reprise, mais que vous espérez quand même maintenir votre activité comme ça autour d'événements présentiels? Est-ce que ça vous a invité à aussi repenser le concept en vous disant peut-être que de manière durable, ce sera plus difficile de tabler sur l'événementiel et donc il faut qu'on change un petit peu le concept. Enfin, on a pas mal réfléchi, on a fait pas mal de formats online. Pendant le Covid, pendant le confinement, pardon, ça a hyper bien marché. Là, un peu moins. Honnêtement, je pense que les gens en avaient un peu marre d'être derrière leur écran. C'est clair. Donc voilà, mais on a essayé de repenser à des nouveaux formats. Après, on fait pas non plus des événements à 5000 personnes, donc on peut espérer quand même que ça puisse reprendre incessamment sous peu quand même, je pense. Donc on verra. On a
on réfléchit de toute façon sans cesse à des nouvelles pistes de développement, de choses qu'on pourrait faire, voilà, pour à la fois générer de nouvelles sources de revenus et juste diversifier le projet. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grandes annonces. Ouais. Quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, ce week-end, je suis partie en week-end avec mes frères et sœurs et mon mec et leurs copains et copines. Vous étiez où? On était aux Isambres, et dans le sud-est, et c'était trop génial. Ok. On n'avait jamais fait de week-end genre tous ensemble, alors c'était trop bien. Et qu'est-ce que t'as fait de ta robe? Eh ben, figure-toi que j'en avais même jamais acheté. On n'a jamais acheté. Ok, tu fais partie de T'en ça. avais une, toi? Ouais. Je me souviens que mes parents m'avaient dit on te l'offre, et je m'étais dit non, c'est moi qui me l'offrirai, etc. Et puis au final, après, je voyais mes salaires qui passaient. Je me disais toujours bon. Puis quand j'ai plaidé un peu, mais pas beaucoup, et à chaque fois que j'y allais, je demandais à des collabs. Et parfois, je regrette, je me dis que ça aurait été un beau souvenir. Ouais. Toi, t'en as fait quoi du coup? Elle est dans ce placard là. Elle est bien pliée, ce qui est déjà quelque chose. Et elle est dans ce placard et peut-être que je l'offrirai à quelqu'un. Ah. Ouais. À qui, tu sais? Ouais, j'ai en tête si cette personne devient avocate, D'accord, ok. peut-être que je lui offrirai. Ah, c'est cool. Ouais. Donc, je pense que ce serait une bonne manière d'en faire quelque chose de bien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup Lila.